tous ici en présentiel ou connectés sur Teams. Vous êtes plus d'une trentaine, quarantaine, on est à combien ? 40 connectés, très bien. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin, la responsable du Hub. Et je suis vraiment ravie de vous accueillir ce matin pour cette rencontre intitulée « Quelles priorités citoyennes pour mieux vivre en ville ?» Comment améliorer nos villes pour mieux vivre ensemble ? C'est la question à laquelle ont répondu plusieurs dizaines de milliers de citoyens lors d'une consultation menée de mai à septembre par mec.org et la Banque des Territoires. Quel grand sujet rassemble et divise les Français ? Comment imaginent-ils la ville de demain ? Nous allons partager ce matin les résultats de cette grande consultation et en débattre. Un grand merci aux équipes de mec.org pour la co-organisation, aux intervenants pour leur mobilisation. Nous sommes vraiment ravis au Hub de pouvoir vous accompagner dans cette initiative. Le Hub, c'est un dispositif qui a été créé il y a 4 ans maintenant par la Banque des Territoires pour permettre les échanges, les retours d'expérience, les rencontres entre acteurs publics et privés sur de nombreuses thématiques du plan stratégique de la Banque des Territoires, autant sur le champ de la cohésion sociale, de la transition écologique ou encore des souverainetés. Alors nous avons aussi à cœur de capter les signaux faibles, de comprendre les dynamiques à l'œuvre dans les territoires et les attentes des citoyens. On sera particulièrement attentifs ce matin. Sachez que la séquence est enregistrée. Vous pouvez avoir accès au replay dans une semaine sur les pages internet de la Banque des Territoires. Si vous n'êtes pas inscrit, ça c'est la petite minute de publicité, si vous n'êtes pas encore inscrit à notre newsletter, je vous invite à le faire. On a une programmation publique assez riche. Vous pourriez retrouver d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Sans plus tarder, je passe la parole à Costa Castrinidis, directeur adjoint de la Banque des Territoires, et à Axel Daucher, président de mec.org. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de dire quelques mots pour introduire cette matinée de présentation des résultats de notre grande cause citoyenne sur comment mieux vivre en ville. C'est une étape importante dans un process qui est un process qui va s'étaler sur plusieurs mois. La première étape, elle vise à partager les résultats de cette consultation qui a connu une bonne dynamique. On a plus de 50 000 participants, plus de 260 000 votes, plus de 2000 propositions qui ont permis de faire émerger un certain nombre de priorités, des consensus qui aussi a fait émerger des controverses comme la méthode le permet, ce qui est aussi pour nous un éclairage extrêmement intéressant à la Banque des Territoires, et c'était l'enjeu qu'on s'était fixé quand on avait lancé ensemble cette grande cause. C'est juste avant les élections municipales, juste après avoir conçu notre nouveau plan stratégique, il nous paraissait important de prendre finalement le pouls des territoires, mais non pas à travers les interlocuteurs avec lesquels on a l'habitude de travailler, les exécutifs locaux, les acteurs publics et privés qui interviennent sur l'ensemble du territoire. C'est là le positionnement de la Caisse des dépôts et de la Banque des Territoires. On est à la fois un partenaire et un financeur du long terme. On est là pour penser la ville de demain, pour penser les territoires de demain. Et de temps en temps, il est absolument indispensable qu'on aille toucher la société civile et les citoyens pour être nourris par leurs regards, leurs ressentis, leurs interrogations, leurs propositions, et pouvoir intégrer ces éléments dans les actions que nous conduisons. On est dans un timing parfait puisque on est à quelques jours du Salon des maires. On a aujourd'hui une matière qui va nous nourrir dans les mois qui viennent pour approfondir un certain nombre d'axes. Et si on rentre sur le fond, moi, ce qui m'a frappé dans ces résultats, c'est finalement qu'ils disent avec une préoccupation du quotidien des attentes qui sont des attentes sur lesquelles on avait d'ores et déjà beaucoup travaillé. La question de l'inclusion, la question de l'accessibilité, la question de la ville plus durable, du
du défi auquel nos villes sont confrontées en matière de changement climatique, d'action pour atténuer les effets du dérèglement climatique. Ces sujets-là sont des sujets qui aujourd'hui irriguent en réalité les préoccupations de nos citoyens. Je prends dans les verbatims qui m'ont marqué l'exemple des plusieurs propositions qui ont été faites sur la question de l'inclusion de l'espace public. Comment aider les personnes à mobilité réduite, les personnes qui ont des poussettes quand les trottoirs sont trop grands, comment faire en sorte qu'il y ait moins d'escaliers à monter pour les mémés. Dans un des verbatims, il est exprimé de cette manière-là. Mais c'est des choses qui nous touchent tous en tant que citoyens, qui sont évidemment des questions centrales dans l'aménagement de nos villes et qui finalement font écho chez nous à ce qu'on appelle le programme Santé Grand Âge. Donc, vous voyez, en langage techno, on appelle ça le grand âge et on se dit comment on va travailler à améliorer l'accessibilité et l'inclusion, promouvoir des habitats inclusifs, soutenir du service à domicile. Ça, c'est la manière techno de répondre en fait à une attente très simple qui est finalement comment ma grand-mère qui commence à avoir du mal à se déplacer, on l'aide au quotidien dans ses besoins vitaux. Et on retrouve exactement la même interpellation finalement sur l'adaptation au changement climatique. Parmi les priorités, vous verrez, il y a cette question de la végétalisation, de lutter contre la chaleur qui est de plus en plus difficile dans les grands ensembles urbains et le besoin d'avoir plus d'arbres, d'avoir plus de verdure et des bâtiments aussi qui soient mieux respectueux des consommations énergétiques et puis qui protègent de la chaleur. Tous ces éléments-là sont exprimés de manière très claire et répondent chez nous à notre deuxième grand axe stratégique. On a la cohésion sociale et territoriale et on a la transformation écologique. Donc, quelque part, on a en miroir dans l'attente qui nous est exprimée dans les interpellations des choses qui sont pour nous travaillées de manière très macro. Et toute la question, je pense, sur laquelle il faut qu'on soit maintenant très vigilant dans les prochains mois, c'est comment on concilie le regard un peu techno, un peu macro d'une grande maison comme la Caisse des dépôts et la Banque des territoires avec les attentes des citoyens, avec évidemment dans cette équation que j'évoque le rôle clé des pouvoirs publics, à commencer par les exécutifs locaux qui sont nos partenaires clés. Et on a de ce point de vue-là devant nous les municipales qui vont nous permettre à partir du mois d'avril d'enclencher et d'accompagner les nouveaux projets des exécutifs locaux. Et donc on aimerait bien réussir à avoir des propositions concrètes de projets co-construits avec la société civile à proposer à ces nouveaux exécutifs pour les intégrer dans les grands projets du territoire, ce qu'on appelle les plans pluriannuels d'investissement qui vont être un gros travail qui va être mené en 2026 dans l'ensemble des grandes villes et des grandes métropoles du pays et puis des territoires aussi plus ruraux. Et finalement, si on arrive par endroits à apporter ce lien entre le citoyen, les projets des exécutifs locaux et les financements et soutiens qu'apporte la Banque des territoires, je pense qu'on aura réussi une boucle extrêmement vertueuse et qui me semble être aujourd'hui une absolue nécessité pour redonner du sens au débat politique dans un contexte, il ne faut pas passer à côté, qui est quand même un contexte marqué par une grande instabilité au niveau national, avec beaucoup d'incertitudes et finalement la conviction qu'est la nôtre que aujourd'hui ça se passe sur les territoires. On a en 2024 et en 2025 connu une hausse des investissements des collectivités locales sans précédent. En 2024, c'est plus de 80 milliards d'investissements publics qui ont été réalisés par les collectivités locales. Si on additionne ces investissements à ceux des bailleurs sociaux, c'est plus de 100 milliards d'investissements publics qui ont été réalisés. Ce n'est pas arrivé depuis plus de 40 ans. Nous, on contribue de manière massive parce qu'on a triplé notre activité de soutien auprès des territoires. On devrait atterrir cette année à plus de 40 milliards de financement. C'est absolument colossal. On faisait 15 milliards jusqu'à présent. Donc, ça vous donne un ordre d'idée. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, et ce qui soutient l'économie, c'est vraiment une dynamique d'investissement
d'investissement, d'amortisseur de crise en quelque sorte, porté beaucoup par les acteurs territoriaux dans cette période d'instabilité au national. Le local prend le dessus et ça, je pense que voilà, pour notre collectif, que ce soit le monde associatif, que ce soit la société civile, les citoyens, c'est un message de réassurance dans cette période et qui nous montre que c'est bien par des initiatives locales qu'on va apporter des réponses aux préoccupations de nos concitoyens. Et puis pour finir, peut-être un mot sur les quartiers, parce qu'on avait, quand on s'est été vu avec Axel et son équipe en lançant cette grande cause, on s'était dit que ce serait bien d'avoir un prisme pour les habitants des quartiers, parce que quand on parle de ville, il ne faut pas oublier que nous avons 10 millions de nos concitoyens qui vivent dans ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville, les quartiers populaires. Ces quartiers, à peu près 1600 quartiers en France aujourd'hui, sont souvent un peu aux avant-postes des crises qu'on connaît. C'est les premiers à être concernés par les problématiques d'insécurité, par la montée du narcotrafic. C'est les premiers à être concernés par le dérèglement climatique, avec souvent des logements où il fait très chaud, une densité qui est difficile, des barres d'immeubles où il y a très peu de végétalisation et finalement un niveau de pauvreté qui est très, très important. On a des quartiers en France où il y a 60% de taux de chômage, il ne faut pas l'oublier, avec à la fois une population très jeune qui a une très forte attente, mais aussi une population de plus en plus vieillissante. Aujourd'hui, 40% des habitants des quartiers ont plus de 60 ans. Et donc ces questions qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'inclusion, l'accessibilité, une ville beaucoup plus inclusive, c'est un sujet majeur dans les QPV. Et la question de l'adaptation au changement climatique, c'est un sujet majeur dans les QPV. Et comme on a près de 14%, on le verra tout à l'heure, des répondants qui viennent des quartiers ou pensent venir d'un quartier, eh bien c'est pour nous une très bonne nouvelle d'avoir pu mobiliser cette frange de nos concitoyens et de continuer dans le cadre des travaux qui vont se lancer à avoir un regard particulier sur les habitants des quartiers, sujet qui nous est cher puisqu'on est un des acteurs historiques de la politique de la ville. Voilà, et donc je finis par un remerciement à l'ensemble des participants de cette matinée et puis un remerciement particulier aux équipes de make.org qui ont rendu possible cette idée et qui vont nous permettre d'aller plus loin dans les mois qui viennent avec aussi l'appui de nos partenaires et évidemment des équipes de la Banque des Territoires. Voilà, je vous souhaite une très belle matinée. Alors, reste avec moi. Merci. Alors, d'abord, merci au Hub. Moi, je suis fasciné par cet endroit. Je pense que plein de fois, je suis passé devant en me disant, mais qu'est-ce qu'il y a au bout du... Maintenant, je sais. Et c'est vraiment canon. Moi, j'adore dans ce que tu as dit, c'est le fait que tu as été chercher les verbatims. Parce qu'en fait, à un moment donné, on fait participer 50 000 personnes, on a des synthèses, on a des analyses. Mais les analyses ne valent que parce qu'elles sont ancrées dans une réalité. Et c'est cette réalité-là qu'on va essayer de capter. Quand on t'a raconté ce projet et que tu as dit mais banco assez rapidement, je dois le dire, il y a quelques mois, il y a eu, pour nous, c'était enfin, que pourrait être cette grande cause sans la Banque des Territoires? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'il y avait un besoin de faire ce qu'on a fait, mais de le mettre en cohérence ou en tout cas en relation avec la réalité de ce que c'est qu'une ville, non pas d'un point de vue citoyen, mais d'un point de vue modèle. Et c'est vraiment ça qui était assez fascinant dans notre accord. Premier, ce qui m'a plu d'abord dans la démarche, moi, ce qui nous a chez MEC engagés là-dessus, c'est un premier point de vue sur la démocratie. On est très loin de tout ce qu'on se dit, mais je voulais vraiment le dire parce que c'est hyper important. On est dans un moment où effectivement on se demande est-ce que ça marche vraiment, est-ce que notre système de décision collective, ou pire, notre système du consentement à la décision collective marche. Enfin, on se pose plein de questions. Il y a plein de théories là-dessus, on publie plein de choses là-dessus, etc. Mais en fait, il y a une certitude, c'est que si la démocratie doit évoluer, doit se réinventer, doit se réactiver, ça viendra des villes. C'est un élément hyper important. Dans les villes, on a une conscience de la densité de la chose commune. On prend le métro, dans les villes, on comprend
immédiatement pourquoi est-ce qu'il faut s'organiser. Dans les villes, on ne peut pas être chacun dans son coin, ça ne marche pas. Et donc cette part de commun me fait dire que je pense que les villes ont un rôle particulier dans cette capacité à réinventer demain des modes de décision collective, des modes d'appropriation collective. Donc le fait de prendre les villes comme étant un sujet est au cœur de nous, pourquoi on existe, au-delà même de cette grande cause. Le deuxième élément que je voulais mettre en avant, vous allez voir, notre démarche, elle vise à aller chercher les consensus. Notre société, toutes les sociétés, hein, pour être clair, mais la nôtre notamment, se pense beaucoup plus clivée que ce qu'elle n'est. Le discours électoral, politique, le débat médiatique se nourrit des clivages. Et donc forcément, on a l'impression qu'on est plus clivé que ce qu'on est. Il y a des études extrêmement claires qui montrent ce décalage entre la perception et la réalité. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Nous, on est des fabricants, pas des fabricants, des catalyseurs de la conscientisation des consensus. Et là, on va voir qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on est tous d'accord. Parfois, on n'est pas très étonné d'être d'accord. Mais de voir ces éléments, on se dit, mais en fait, là-dessus, on peut bosser, quoi. C'est pas partisan, c'est pas un choix politique, c'est juste des évidences sur lesquelles il y a des besoins et sur lesquelles ensuite, à côté, on peut s'organiser. Donc la conscience des consensus est vraiment un facteur d'apaisement finalement de notre rapport individuel avec la société. Le consensus a un deuxième bénéfice, c'est qu'il permet d'aligner des écosystèmes complexes. Quand vous avez des collectivités, des grosses, des petites, la Banque des territoires, plein d'autres acteurs, des entrepreneurs, enfin, quand vous avez tous ces écosystèmes compliqués que vous connaissez tous ici, de faire collaborer tout le monde, c'est facile à dire, c'est pas très facile à faire, mais de faire collaborer tout le monde sur des consensus citoyens avérés, en disant le sujet, c'est pas de savoir si c'est un bon consensus ou un mauvais, le sujet, c'est de savoir comment on fait pratiquement pour avancer sur ce sujet-là. C'est un facteur de collaboration énorme. Et c'est ça que je trouve le grand défi qu'on a avec la Banque des territoires, c'est de se dire que demain, il y a des élections, après, il y a des nouvelles collectivités, des nouveaux maires qui vont être élus. Comment est-ce qu'on va être capable, et je le dis volontairement avec humilité parce que c'est un travail qui se construira, à mener des actions qui seront cohérentes entre de l'action civile, de l'action publique, de l'action de la Banque des territoires, de l'action d'acteurs privés qui peuvent être autour. Comment globalement on aligne les dots pour que sur les sujets des consensus, on arrive à avancer. Et ça, sans la Banque des territoires, c'était juste pas possible. Donc vraiment, merci beaucoup, Costa. Alors, quelques mots de méthode sur comment ça va se passer maintenant, parce que là, on a aujourd'hui, vas-y Manon, je ne sais pas où tu es. Aujourd'hui, on a fini la phase de consultation et on est ici, c'est-à-dire qu'on va restituer la phase de consultation, on va lancer un appel à projet et commencer un travail très intense de conception du plan d'action. Et là, on va essayer de trouver, de sourcer, mais également d'inventer des actions qui sont dans les consensus citoyens qu'on va voir et qui sont en cohérence avec l'activité globale et dans la perspective de nouvelles administrations dans toutes les villes de France. À partir de ce moment-là, va commencer la phase verte, là, qui dure 2 ans. Tout ça, c'est 1 an. Et tout ça, c'est 2 ans. De notre côté, c'est la Make.org Foundation qui va prendre la main. Il y a beaucoup de gens de la fondation ici. Et qui va incuber ces actions. C'est-à-dire que chaque action est associée à un petit écosystème. Il va falloir financer cet écosystème, le développer, mesurer l'impact. C'est un travail extrêmement intense et qui, là, en plus, on va faire en cohérence avec la Banque des territoires, de façon à ce que les actions qu'on trouve et les actions qu'on met en œuvre utilisent l'écosystème de la Banque des territoires pour avoir plus d'impact. Par exemple, c'est avec la Banque des territoires qu'on va trouver les territoires pilotes, ceux sur qui on va tester les actions.
c'est avec la Banque des Territoires qu'on va mettre en place les logiques de déploiement sur les sites les plus intéressants pour leverager les actions. Donc voilà, toute cette partie-là, elle est extrêmement intense, on aura le temps d'y revenir. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le résultat. Alors tout ça ne serait pas possible sans la coalition, hein, parce que la coalition, elle a plein de vertus, mais au-delà, la première vertu, c'est le fait de permettre l'existence de ça. Donc cette coédition avec la Banque des Territoires, soutenue par le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Je ne sais pas si l'intitulé a changé ou pas. Donc c'est le bon intitulé. Voilà. La Fondation Palladio qui est là depuis le début et qui est vraiment dans l'état d'esprit tellement cohérent dans ce que vous faites et ce qu'on fait chez Make.org, et Unibail Rodamco Westfield qui nous a aidé qui nous a aidé à promouvoir assez largement la consultation partout, et ça c'est pas fini, c'est-à-dire que les résultats vont être aussi promis dans l'ensemble de leurs slots commerciaux. Et reviens 2 secondes Manon en arrière. Je veux dire que là, les partenaires experts, c'est ceux qui savent, c'est ceux qui sont sur le terrain, dans l'action civile. Il y en a beaucoup qui sont là aujourd'hui. C'est ceux qui nous permettent que, quand on va travailler sur des actions, on ne va pas réinventer la roue, on va se concentrer sur ce qui marche ou ce qui manque. Voilà, et ça va être ça notre aujourd'hui, cela, il y en aura beaucoup plus, hein, parce que l'appel à projet va faire grandir cette coalition, et on appelle ça les experts, on appelle ça les sachants, on appelle ça ceux qui savent, mais en tout cas c'est avec eux qu'on va travailler pour le faire. Voilà, j'arrête la partie haute, et maintenant on va passer aux résultats avec, je vous présente Aurélien, qui va vous faire un panorama de la consultation avec talent. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous présenter du coup enfin ces résultats, même si dans les propos introductifs il y avait quelques informations déjà. On peut tout de suite voir les chiffres qui ont été aussi mentionnés. La première chose à dire, c'est que cette consultation a vraiment intéressé les citoyens, hein. Plus de 50 000 participants sont venus sur la plateforme de Make.org pour déposer des propositions et pour voter. Plus de 2100 propositions et près de 270 000 votes. Pour nous, ce niveau de participation, il est très important, puisque 2100 propositions, ça garantit que quasiment l'ensemble des sujets ont pu être abordés sur la plateforme. Et le niveau de vote est aussi très important, puisqu'il garantit la fiabilité statistique des résultats qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est quand même un grand succès. J'espère que pour vous aussi. Très rapidement sur la participation. Pour rappel, nous on n'est pas un institut de sondage, on ne vise pas une représentativité parfaite de la population, mais par contre on vise la mixité et toucher toutes les catégories de population. Donc on a réussi sur cette consultation, on voit une légère surreprésentation des hommes, mais on a pu vérifier qu'en réalité, comme on s'intéresse au consensus, les consensus qu'on va voir sont aussi des consensus pour les hommes. On est également représentatif à peu près et équilibré sur les âges et également sur les régions, avec une légère surparticipation de l'Île-de-France. Mais là encore, on a pu vérifier que les consensus sont des consensus pour tout le monde. C'est ceux qu'on va voir aujourd'hui. On a également, et c'est important lorsqu'on s'intéresse aux villes, interroger les participants sur leur type d'habitat, leur zone urbaine, l'unité urbaine. Là encore, on a pu toucher tous les types d'unités urbaines. Légère sous-représentation des villes de plus de 100 000 habitants, légère sous-représentation des communes de moins de 2 000 habitants. C'est peut-être logique, mais dans tous les cas, on a pu toucher l'ensemble de la population. Et comme ça a été dit aussi en introduction, on s'est intéressé aux quartiers prioritaires de la ville, ce qui était important, de ne pas toucher uniquement des quartiers, disons, traditionnels. Pour rappel, quartiers prioritaires de la ville, c'est des quartiers qui sont, ce qu'on pourrait dire, en décrochage sur des conditions socio-économiques principalement. La caractéristique des QPV, c'est que beaucoup d'habitants qui y habitent ne le savent pas, ou en tout cas n'en sont pas sûrs. Donc on a non seulement demandé est-ce que vous habitez en QPV, donc on a eu 6% sur les 8% de la population nationale, mais on a également eu 8% de participants qui ont dit je crois que j'habite en QPV. On peut donc garantir, si on fait la somme de ces deux types de population, qu'on a pu toucher les habitants des quartiers prioritaires de la ville. On a d'ailleurs fait une petite analyse pour vérifier qu'ils votaient comme la population générale. Et spoiler, il y a en réalité les habitants des quartiers prioritaires de la ville votent comme le reste de la catégorie de population. On a juste 2 petites idées où il y a une petite différence, vous le verrez par la suite.
J'accélère un petit peu. On va voir maintenant donc les résultats. Sur la méthodologie, très rapidement, notre objectif, la slide paraît compliquée, mais en réalité c'est très simple, on s'intéresse aux propositions qui ont le mieux performé sur la plateforme. On va donc aller chercher les propositions qui ont eu plus de 70% de votes pour et moins de 15% de votes contre. Donc celles où il y a très très peu d'opposition, on les analyse, on les regroupe par similarité de propos pour constituer ces 16 idées plébiscitées qui sont donc les 16 priorités des citoyens quand on s'intéresse au vivre ensemble en ville. Donc celles où on peut aller sur le terrain parce qu'il y aura très très peu de résistance. Et on fait la même chose sur les propositions les plus controversées, celles où il y a à peu près un équilibre sur le pourcentage vote pour, vote contre. Donc celles où le sujet il existe dans l'opinion, il y a des personnes qui souhaitent le mettre en place, mais en réalité il y a une partie qui s'y oppose systématiquement et donc sur le terrain ce sera moins efficace et on aura plus de mal à passer à l'action. Cet ensemble d'idées, ça donne ce panorama, qui est une forme de bouquet de solutions qu'on a réorganisé en 8 axes thématiques. Je ne vais pas m'y arrêter très longtemps, puisqu'on va aller voir très rapidement ce qui se cache derrière chacune des idées. Peut-être, voilà, on a quand même mis la proportion pour avoir une idée des thématiques qui sont le plus ressorties. Ce pourcentage que vous voyez, il concerne uniquement les propositions plébiscitées. Ce 25%, c'est donc 25% des propositions des 461 qu'on vient de voir, donc des propositions qui ont le mieux performé, ont trait à l'inclusion et à la solidarité. Le logement, par exemple, c'est 4%, c'est un des étonnements et un des enseignements de cette consultation. Le logement est très peu ressorti en consensus. Et avant de basculer sur la suite, peut-être aussi un petit enseignement transverse, ou en tout cas une analyse, c'est qu'on remarque, et vous allez le remarquer aussi lors des résultats, on observe une sorte d'évolution de l'opinion vers des sujets qu'on pourrait considérer un peu plus traditionnellement réactionnaire, ou en tout cas un recul des sujets un peu progressistes, typiquement la sécurité, qui est la 3e thématique, et c'est assez nouveau dans nos consultations, et des sujets comme les mobilités douces, qui ne ressortent pas en consensus, ou des controverses assez marquées sur l'intégration de la diversité culturelle, de la diversité religieuse, ou sur le soutien au monde associatif. Donc ça, c'est un étonnement, c'est un enseignement, il y a une petite évolution. Ça n'empêche pas qu'il y a des résultats très intéressants, très consensuels et qu'il y a des choses à faire. Mais il y a quand même ce constat. Sans plus attendre, la première thématique, inclusion et solidarité, avec une première idée qui a aussi été mentionnée en introduction, une très forte idée, plus de 50 propositions sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, à la fois personnes âgées, personnes en situation de handicap, mais aussi avec des poussettes, comme ça a été dit. Ce qui revient beaucoup, c'est les bâtiments publics, les trottoirs, qui reviennent beaucoup, le revêtement, la hauteur, la largeur, des propositions parfois assez radicales, qui demandent, comme celle de Monique, que vous pouvez lire à l'écran, qui demande une norme commune à toutes les villes. Donc il y a aussi une attente de législative, d'uniformisation. Et dans les transports publics, accessibilité. Et enfin, dans Ville inclusive, on n'a pas mis uniquement les déplacements des personnes concernées, mais aussi les services de livraison pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Donc livraison, on voit dans la proposition de Alexandra en bas, par exemple, livraison pharmacie, de courses. Et donc c'est tout ce panel d'actions qui favorise la ville inclusive. Deuxième idée, créer des espaces publics plus conviviaux et agréables à vivre. Donc là, on est sur de l'aménagement urbain, assez intéressant puisque directement lié au lien social. L'aménagement d'espace pour favoriser le vivre ensemble, les moments de partage. Donc les aménagements attendus, c'est des bancs, des fontaines. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi la végétalisation très attendue. On verra qu'il y a une idée végétalisation, mais qui vraiment est pour planter et pour voir de la végétalisation partout. Ici, il y a quand même beaucoup de propositions et on les a mises ici, puisque la végétalisation est considérée comme directement connectée au fait d'avoir des espaces agréables à vivre, de détente, frais, et donc qui donnent envie d'y aller et de partager et de créer du lien social. Et donc qualité et sécurité de ces espaces pour créer un cercle vertueux. Si ces espaces sont agréables, on a envie d'en prendre soin, on a envie de les utiliser et donc ça enclenche une dynamique positive. Une idée aussi assez originale, bien évidemment sur cette consultation vous allez voir il y a sur beaucoup de propositions, ça ne concerne pas uniquement les grandes villes, mais on a une idée à part entière qui s'interroge, ou en tout cas on sent dans les propositions un sentiment, peut-être pas de déclassement, mais en tout cas une volonté de rééquilibrer les aides, la considération pour les petites et les moyennes villes. Donc c'est une demande d'aide, de développement, de soutien à la fois symbolique et concret, donc on parle de services publics, des écoles par exemple,
exemples. On parle beaucoup aussi de l'offre de santé, avec sur les maisons de santé pluridisciplinaires qui reviennent beaucoup. Et ce que cette idée fait remarquer, c'est une importance pour l'interdépendance des territoires, c'est-à-dire on interroge sur la ville, en réalité l'espace rural apparaît dans des propositions, et il est question non pas de considérer les grandes villes isolément, mais dans leur écosystème urbain, avec la périphérie, avec la banlieue, avec le urbain et avec les espaces ruraux qui sont connectés. Une petite idée sur la sensibilisation, c'est un levier qu'on voit très systématiquement dans nos consultations, levier sociétal de changement sociétal très efficace, donc sensibiliser notamment à l'école sur l'empathie, la bienveillance, les droits, les devoirs, etc. Et vous voyez des propositions sur la droite. La première controverse sur ce sujet dont je parlais en introduction, beaucoup de propositions sur l'importance de la diversité culturelle, de la diversité religieuse, par des événements, par du festif, par des rencontres, aussi par de la sensibilisation. On voit des propositions quand même de S, par exemple, d'avoir un rabbin, un athée, un imam, un prêtre qui vont dans les écoles pour sensibiliser. Ce type de proposition a suscité systématiquement de l'opposition. Donc c'est une controverse, ça ne veut pas dire que tout le monde est contre, certains le veulent et d'autres y sont opposés. Pour confirmer que c'est une controverse, il y a quelques propositions qui demandent la marginalisation, là au contraire, des cultures non européennes dans l'espace public. Là aussi c'est controversé, donc c'est vraiment un sujet de controverse. Une autre controverse dont on a parlé, des propositions qui souhaitent soutenir les associations locales, notamment avec le rôle des municipalités, d'aide financière, d'aide matérielle de locaux aux associations. Là aussi, il y a une partie de la population qui s'y oppose. C'est un étonnement aussi de cette consultation. On peut avoir plusieurs hypothèses. Qui revient dans nos consultations, c'est une forme de réalisme économique. On pourrait considérer que des participants considèrent les municipalités comme ayant des problématiques budgétaires et donc le monde associatif ne serait pas prioritaire. C'est une hypothèse. La deuxième, ce serait cette évolution un petit peu réactionnaire, une opposition systématique au milieu associatif. Ou alors des solutions comme prêter des théâtres aux associations, certains qui considèrent que ce n'est pas juste une bonne idée. Deuxième axe qu'on va voir également synthétiquement, végétaliser les villes, on en a parlé. Là, c'est la plus grande et la plus forte idée de la consultation. Il y a plus de 80 propositions sur le sujet, très variées. On parle de l'ensemble de l'espace urbain, des écoles, des parkings, des rues, des immeubles, des murs. C'est vraiment inscrire la végétation dans le bâti, avoir un meilleur équilibre minéral-végétal. C'est aussi tous les types de végétalisation. C'est de la diversification qui est attendue, des arbres, des bosquets, des buissons, des fleurs, des plantes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement planter dans l'action, mais c'est aussi conserver. Faire attention, lorsqu'il y a de la végétalisation, de moins bétonner et de moins détruire et de moins artificialiser. Et le dernier point qui est assez éclairant, c'est que les bénéfices sont très très bien conscientisés et identifiés par les citoyens. On parle donc de captation du carbone, des îlots de chaleur qui sont très très bien identifiés et explicités dans les propositions, ou du retour de la biodiversité, des pollinisateurs. Toutefois, quelques propositions qui nous permettent d'éclairer l'action en public. Certaines propositions sur la végétalisation ne sont pas consensuelles, notamment lorsque la liberté individuelle, ou en tout cas il y a des solutions trop généralisantes qui sont abordées. Typiquement interdire aux habitants de tondre leurs pelouses, ou aux municipalités de tondre les pelouses, ou au contraire obligation de planter des arbres dans leur jardin. Ce type de choses a suscité de l'opposition. Une idée consensuelle sur les éclairages, quelques propositions sur les enseignes et vitrines lumineuses qui reviennent, mais ce n'est pas le plus important. Ici, le vrai consensus, il se situe sur l'innovation qui est la détection de mouvement. On le sait d'expérience, lorsque les propositions demandent de supprimer complètement l'éclairage public, ce n'est pas consensuel. Ce qui est attendu vraiment dans les villes, c'est la détection de mouvement qui garantit à la fois économie d'énergie et sécurité des passants la nuit. Une petite idée aussi sur, là la forme est différente juste parce qu'il y a moins de propositions plébiscitées, mais c'est quand même un consensus évidemment. Sur la sensibilisation, mais cette fois non pas sur le vivre ensemble inclusion, sur la nature, propreté, déchets et sur les écosystèmes naturels. On est vraiment dans la logique ici que sensibilisation des jeunes générations, ça enclenche une dynamique positive.
On arrive sur l'axe sécurité et civisme, qui est donc la troisième thématique. Ah oui, j'en ai pas parlé, il y a le petit sigle en haut à droite, QPV. Voilà, cette idée, elle fait partie des deux idées où il y a une petite différence de pourcentage, vous le voyez. Donc 72% des QPV ont voté favorablement à cette idée, contre 80% des non-QPV. Donc petite différence, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en réalité, c'est en consensus pour les deux. Plus de 70%, c'est dans nos standards d'une idée consensuelle. Ici, sur cette idée, ce qu'on peut dire immédiatement, c'est qu'il y a un vrai sentiment d'insécurité qu'on ressent dans les propositions, qui ressort en consensus. Insécurité plus sentiment d'impunité des délits. Les mots qui reviennent sont assez forts. Agression, trafic de drogue, délinquance, violence sexiste et sexuelle aussi, harcèlement de rue. Et donc, il est demandé d'aggraver les peines, d'appliquer les peines aussi, donc dans cette logique d'impunité. Et ce qui revient aussi, c'est le travail d'intérêt général, assez consensuel, qu'on a l'habitude de voir, qui est toujours en petite proportion, mais qui permet, en termes de sanctions, de réintégrer la ville et réintégrer l'espace de la ville dans les travaux qui sont demandés. Et enfin, présence de policiers, aussi très consensuelle. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas une demande généralisée. Ce qui revient beaucoup dans les propositions, c'est les policiers de proximité. Police de quartier qui connaissent l'espace. Et c'est ça qui revient et c'est ça qui est consensuel dans cette idée. Vous voyez aussi, à chaque fois je ne le dis pas, mais donc proposition de Corinne par exemple, ou en haut à droite, sur la police de quartier. Quelques propositions par contre sur la sécurité qui ne sont pas consensuelles. Mettre des caméras partout, voilà, donc ça, une certaine partie de la population s'y oppose. Et de la possibilité pour les habitants de s'organiser entre eux, de faire des groupes d'autodéfense pour ensuite pouvoir réagir face à l'insécurité. Là non plus, ce n'est pas consensuel. Pour rappel, ça veut dire qu'une partie de la population est pour. Sur les incivilités, c'est à peu près la même idée que la sécurité, sauf que cette fois, c'est sur des délits de type dégradation, tag, jet de déchets, de mégots, déjection canine, tapage nocturne. Ce qui revient aussi beaucoup, c'est les rodéos urbains. On y a intégré les squats aussi dans les appartements qui reviennent beaucoup, qui sont très consensuels. Et donc là encore, c'est appliquer les peines, durcir les peines et travail d'intérêt général. Le quatrième axe, mobilité. Sur les transports en commun, c'est là un gros consensus aussi avec plus de 45 propositions très bien votées. On parle des métros, des bus, des tramways. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est à la fois à l'intérieur des villes pour bouger de quartier, mais aussi dans une logique de vivre ensemble. On revient à l'interdépendance des territoires, de l'écosystème urbain. Ce qui revient dans les propositions aussi, c'est centre, périphérie, centre-ville, banlieue, grande ville, petite ville, espace rural. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Et la solution aussi, qui revient dans plusieurs propositions, c'est dans une logique multimodale très attendue, c'est les parkings relais en périphérie, voilà, parfaitement connectés au réseau de transport en commun. On laisse sa voiture à la périphérie, ensuite on prend les réseaux de transport et de mobilité plus durables à l'intérieur. Et juste pour dire que là on passe forcément rapidement, mais il y a quand même des propositions qui sont concrètes, qui sont intéressantes et éclairantes, enfin toutes le sont. Mais en bas à droite par exemple, Elisabeth qui propose d'avoir un ticket de parking en périphérie qui permet ensuite d'utiliser l'ensemble des transports en commun. Voilà, c'est ce type de solutions qui peuvent être au sein de la consultation et donner des idées de déploiement. Controverse, par contre, sur les transports en commun gratuits. Là encore, l'hypothèse, c'est un réalisme économique. Certains participants qui doivent considérer que ce n'est pas réaliste de mettre en place cette solution. Il se trouve que c'est dans le programme du nouveau maire de New York, donc on verra, on pourra suivre le déploiement. La controverse habituelle qui montre l'attachement très fort à la voiture individuelle. Là, c'est systématiquement toutes les propositions qui viennent contraindre l'automobiliste, que ce soit limitation de vitesse, limitation du nombre de places de stationnement, largeur des routes, limitation, interdiction, bref, systématiquement controversées. Également, petite nouveauté, les propositions comme celle d'en haut à droite, Sophie, qui demande des pistes cyclables partout. C'est controversé aussi. On peut supposer que c'est parce que les participants considèrent que s'il y a des pistes cyclables partout, ça va forcément venir rogner l'espace des voitures. Donc voilà, attachement et controverse sur la voiture individuelle. Et donc oui, l'enseignement que je disais en introduction, c'est pas de consensus sur les mobilités douces, mais elles sont quand même présentes dans la consultation. Dans cette idée,
En réalité, les propositions plébiscitées qui parlent des trottinettes électriques, des vélos, c'est pour les contrôler, c'est pour les surveiller, c'est pour les sanctionner. Il y a vraiment un sentiment d'agacement. On le lit dans les propositions, on le lit dans la sémantique utilisée sur le comportement des usagers en mobilité douce, notamment ils roulent sur les trottoirs, ils grillent les feux rouges, donc il y a une envie de les contrôler et de les surveiller, qu'ils utilisent bien leur voie de partage. Et après, il y a bien sûr quand même dans cette idée des propositions plus nuancées, enfin en tout cas qui parlent aussi des automobilistes, des piétons, hein, la proposition de Céline en haut à gauche. Donc tout le monde doit utiliser ces voies de partage et respecter le code de la route, mais les trottinettes et les vélos sont quand même l'ennemi public de cette idée. L'axe gouvernance, rendre la gouvernance des villes plus participative et transparente, qu'on pourrait renommer, en fait, c'est remettre le citoyen au cœur de la fabrique de la ville, avec deux dynamiques principalement mentionnées. La première, c'est communication, transparence, donc notamment sur les dépenses publiques, sur les budgets, afin que les citoyens puissent contrôler, surveiller les élus locaux. Et on parle dans certaines propositions, notamment à droite, de l'éthique, de la probité des élus. Donc sentiment aussi de possibilité de déconnexion des élus avec les habitants. Et la deuxième dynamique pour les élus, mais aussi les professionnels urbanistes, architectes, c'est aller sur le terrain, dans les quartiers, interroger les habitants pour aider à la construction et au déploiement des chantiers urbains, des projets de construction, avec ce sentiment qu'on a dans la consultation que souvent les projets urbains sont déconnectés de la réalité des habitants. Quelques propositions controversées quand même sur ce sujet. L'idée d'avoir des habitants qui auraient quasiment un rôle légal, c'est-à-dire une strate administrative supplémentaire qui centraliserait les besoins des autres habitants pour les faire remonter, c'est controversé. Voilà, on le lit dans les 3 premières propositions, non, dans celle d'en bas. Et aussi les propositions trop radicales qui, par exemple, demanderaient de supprimer les conseils municipaux, puisque désormais les outils numériques permettraient de participer à chaque décision. Et bien là non plus, c'est pas consensuel. Il y a quand même une méfiance sur la prise de pouvoir légal de l'ensemble des habitants et des citoyens, et de manière générale de son voisin. 6e axe, économie. Une seule idée consensuelle, développer les commerces de proximité en centre-ville. Voilà, c'est une idée qu'on a l'habitude de voir aussi. Là, c'est une idée ciblée quand même assez majoritairement sur les moyennes villes, sur les petites villes. Le lien, il est au-delà de l'économie, c'est vraiment commerce, restauration, café pour redonner de la vie locale, pour redynamiser, pour recréer du lien social. Donc c'est très attendu. Et au-delà du type de commerce, enfin non, c'est justement au-delà de la quantité et d'en avoir dans les moyennes villes, c'est aussi le type de commerce. Et là, ce qui revient dans quelques propositions, c'est notamment cesser de développer les zones périphériques commerciales pour redynamiser le centre-ville. Ce qu'on sait aussi d'expérience, et on avait fait une consultation sur les entrées de ville avec la Banque des Territoires aussi, c'est que les propositions qui demandent de supprimer les zones commerciales en périphérie sont controversées, mais par contre, cesser de les développer et d'artificialiser en périphérie, ça c'est consensuel. Et qu'il y a une vraie inquiétude sur le commerce et la vie locale en centre-ville et dans les petites villes. Axe logement, donc peu de consensus, mais il y a quand même cette idée qui est assez fortement marquée sur l'écologie, qu'on aurait quasiment pu mettre dans la thématique écologie. Là, c'est sur les modes de construction, isolation thermique, sur l'énergie. Ah, pardon. Autant pour moi. Isolation thermique sur les nouvelles constructions. Aussi récupération des eaux de pluie, ça revient beaucoup dans les propositions. Matériaux non polluants et les couleurs réfléchissantes. Donc ça, c'est vraiment adaptation du bâti au réchauffement climatique. Une petite idée aussi assez intéressante sur les logements sociaux. On a eu beaucoup de propositions dans la consultation sur le parc social. Il y a uniquement cette idée-là qui est consensuelle, et c'est sur la gestion du parc existant. C'est sur l'attribution des logements sociaux, sur la clarification des critères d'attribution, mais en réalité, aucune proposition qui demande de construire davantage de logements sociaux ou même d'en supprimer n'est consensuelle, puisqu'elles sont toutes en controverse. Donc il n'y a pas de consensus sur le fait d'aller dans des quartiers plus gentrifiés, d'augmenter le taux de logements sociaux, même quand les bénéfices sont explicités. Quand on parle de mixité sociale à l'école, inégalité scolaire, ça n'est pas consensuel. C'est un peu dans la même logique que l'idée sur la mixité culturelle.
la controverse. Une controverse aussi, hein, la crise du logement est quand même présente dans les propositions, mais les solutions qui proposent d'aller, on va dire, contraindre les propriétaires, les multipropriétaires, taxer, saisir les logements vacants, mettre un seuil maximal de 10 propriétés par individu ou par foyer, ce n'est pas consensuel, il y a un attachement à la liberté et à la propriété privée. Le dernier axe, très rapidement, de manière générale, la culture est peu présente dans la consultation, c'est un enseignement quand même. Une petite idée consensuelle avec des propositions assez génériques qui parlent d'accessibilité du patrimoine culturel, qui parlent voilà, de services culturels et sportifs accessibles au plus grand nombre. Donc on est vraiment dans une logique peu concrète, si j'ose dire. Et par contre, une controverse un peu plus concrète, dès que la culture vient se montrer visible et sonore dans la rue, là par contre, il y a une partie de la population qui s'y oppose. Donc les concerts de rue, le street art, potentiellement considérés comme des graffitis, donc on revient sur la controverse, c'est controversé, les scènes ouvertes, les spectacles, et vous voyez des exemples de propositions. C'était à peu près tout ce qu'on voulait vous montrer. Donc voilà l'ensemble des idées de cette consultation. Et donc on va, il me semble, pas faire les questions maintenant, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poser à la fin. Je vous remercie. Alors, on va enchaîner maintenant avec l'analyse des experts, parce qu'on a eu le plaisir de voir les priorités des citoyens. Merci Aurélien. Et on a vu cette photo à l'instant T de quelles sont les priorités de ces citoyens. Et maintenant, on va prendre l'avis des experts pour avoir un feedback, un retour sur comment eux, ils considèrent que, est-ce que ça corrobore leurs observations, est-ce qu'ils voient des silences qui ne sont pas sortis dans cette consultation, etc. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Prisca Béroche, qui est déléguée générale de la Cloche, Hayat Abdelkader, qui est aussi bénévole à la Cloche, Sébastien Bayeul, directeur des partenariats et de la communication à WeMove, et Christophe Romero, chargé de mission transition écologique à l'ANRU, qui travaille très régulièrement avec la Banque des Territoires, évidemment. Alors, je vais m'asseoir là. Merci. Alors, je vais vous inviter chacun à rapidement, quand vous prendrez la parole, présenter votre organisation. Mais comme je le disais, j'aimerais que vous nous fassiez part de vos retours, de ce qui vous a marqué, les surprises, les absences. Est-ce que c'est cohérent avec ce que vous savez les uns et les autres? Alors, peut-être qu'on peut commencer, mesdames, par Priscilla et Hayat. Bonjour à toutes et tous, donc je suis Prisca Béroche, la déléguée générale de la Cloche. La Cloche, c'est une association nationale qui existe depuis 2014 et qui lutte contre l'exclusion sociale des personnes en situation de grande précarité et notamment des personnes en situation de rue. Bonjour à toutes et à tous, c'est Madame Hayat. Je suis bénévole à la Cloche depuis plus de 3 ans. Et voilà, ce qui me tient à cœur, c'est l'association La Cloche. Elle joue un rôle essentiel dans le lien social. Voilà. Alors, peut-être que vous pouvez partager vos retours. Oui, bien sûr. Tu veux commencer, Hayat, sur nos étonnements? Ce qui m'a agréablement étonnée, c'est de voir qu'on s'intéresse au lien social et au tissu associatif. Voilà, et j'aimerais qu'on renforce vraiment les associations pour qu'ils puissent se sentir utiles et inclus dans la société. Et voilà, j'avais noté par rapport à la ville, puisque c'est le sujet, rendre la ville plus inclusive, c'est agir pour l'égalité, la dignité et la solidarité. Il faut des solutions concrètes pour ça. Voilà. C'est pour ça que des associations comme vous êtes là et qu'on va aussi soutenir probablement dans le plan d'action
des actions autour de cette thématique. Priscilla ? Effectivement, on était très heureuse de voir le lien social arriver en 3e position. C'est un sujet et une thématique qui prend beaucoup plus de place en ce moment, donc nous on est ravis. On était aussi ravis de voir que la place des commerces avait vraiment suscité une adhésion de la part des participants et participantes avec cette idée de remettre un peu les commerces au sein des quartiers, de faire en sorte que les commerces reprennent un petit peu leur rôle de catalyseur et de dynamique dans les quartiers. Nous, on y croit beaucoup. On a développé un programme qui s'appelle le Carillon et qui est un programme de lieux et de commerce solidaire qui permet au commerce de pouvoir offrir des services et des produits aux personnes en situation de précarité. Donc ça, on était ravis de voir ces résultats-là. Peut-être plus sur les absences aussi, qui nous ont beaucoup marqué aussi. On se disait avec Ayat que toutes les thématiques étaient présentes, c'est-à-dire la mobilité, le logement, l'écologie, et ça, c'est des super nouvelles. Par contre, les grands absents, ce sont les personnes sans domicile. À aucun moment dans les propositions, on ne mentionne les personnes sans domicile, on ne mentionne les personnes en précarité. Il aurait été d'ailleurs hyper intéressant de faire compléter ces questions, de proposer aux personnes sans domicile de répondre à ce formulaire. Il y a plus de 350 000 personnes en France aujourd'hui qui sont sans domicile, donc peut-être les réponses auraient été un peu différentes ou en tout cas très intéressantes du moins à consulter. Moi, j'ai noté 2 contradictions dans les résultats et la représentation là était hyper intéressante. Il y avait beaucoup de choses très intéressantes, évidemment. Revient l'idée de recréer des espaces de partage, que l'espace urbain soit un espace de partage, de rencontre, de convivialité. On y croit évidemment, nous, profondément à la cloche, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Et pour autant, on voit une énorme défiance vis-à-vis du tissu associatif, qui questionne beaucoup. On ne tombe pas de notre chaise, c'est le sujet du moment, on sait qu'il y a une grande défiance. Comme si les personnes qui avaient répondu au sondage n'avaient pas compris l'importance du tissu associatif dans la cohésion sociale, dans le faire ensemble, dans le vivre ensemble, et que les propositions de fête, les propositions d'écologie, les propositions de vivre ensemble qui ressortent de cette consultation étaient en fait garanties par les associations. Donc ça, c'est la première contradiction qu'on a relevée. Et la deuxième, là aussi très contradictoire, hein, ces espaces de rencontre, on a eu le sentiment qu'ils étaient l'apanage des personnes, une espèce d'entre-soi, c'est-à-dire qu'on va fréquenter ces espaces, ces quartiers, on veut que ce soit convivial, que ce soit chaleureux, et en même temps on a un peu de défiance et on propose, et moi j'ai pris ça avec du second degré vraiment parce que je me suis dit c'est pas possible, on propose de lancer des brigades citoyennes armées. Qu'est-ce que ça dit du lien de confiance qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce que ça dit de notre cohésion sociale? C'est pour ça que je dis que je le prends avec second degré, parce que vraiment, c'est quand même très inquiétant. Et on pense vraiment que le socle, justement, de la cohésion sociale, c'est le lien social. Donc on y travaille dur avec à la cloche. Et que pour recréer un petit peu justement cette convivialité et cette confiance, remettons du lien social avec les personnes qui ne se seraient pas rencontrées normalement, et évitons justement de monter des brigades armées, quoi. Où allons-nous sinon? À noter quand même qu'elles sont controversées, ces brigades. Hein. Oui, donc, mais elles sont quand même ressorties et il y a plusieurs sujets en ce sens. Christophe, est-ce que tu peux faire le même exercice? Merci, beaucoup de choses ont été dites. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc Christophe Romero, moi je suis chargé de mission transition écologique à la direction de la stratégie et de l'accompagnement des acteurs de l'ANRU. Et l'ANRU, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence nationale qui a été créée en 2004 pour mettre en œuvre la politique nationale de renouvellement urbain, donc qui vise à transformer en profondeur le cadre et les conditions de vie des habitants de 450 quartiers environ, parmi les plus compliqués, on va dire, de la politique, la géographie prioritaire, donc ceux qui cumulent les plus grandes difficultés sociales et économiques, mais aussi des dysfonctionnements urbains importants. Et donc on agit à travers différents programmes, le principal étant le NPNRU, le nouveau programme de renouvellement urbain, avec le concours notamment financier de l'État et des différents partenaires, la Banque des Territoires, Action Logement, l'Union sociale pour l'habitat, et j'en ai peut-être oublié, j'espère pas. Donc voilà, et donc nous intervenons sur ces 450 quartiers. Alors pour ce qui est de ce retour-là d'enquête, il nous conforte aussi dans ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'il rejoint un certain nombre de résultats d'enquête que nous on peut conduire aussi sur les 450 quartiers sur lesquels on intervient. La dernière en date datant de 2022 avec Louis Harris et qui a fait ressortir pas mal d'attentes des habitants des quartiers sur lesquels on intervient en matière d'amélioration du cadre de vie, donc beaucoup d'attentes exprimées autour de la transition écologique et notamment du logement, de l'amélioration de la qualité du logement, meilleure prise en compte du confort thermique l'hiver, mais aussi l'été. C'est un sujet qui monte beaucoup. Beaucoup de demandes aussi relatives à la nature en ville, la présence d'espaces verts. Donc en moyenne, parce qu'on a toujours comparé les résultats avec ceux qu'on avait à une échelle plus large,
75% des Français interrogés ont manifesté le souhait d'avoir plus d'espaces verts. C'est 81% dans les quartiers dans lesquels nous intervenons. Des demandes de jardins partagés aussi. Bon, ça rejoint cette préoccupation de nature en ville aussi. Et puis des demandes relatives à l'activité, à l'emploi, donc le commerce de proximité, l'activité de proximité et la sécurité aussi, bien sûr, qui est revenue. Donc on voit que voilà, ça rejoint les résultats de l'enquête que vous avez présentés. Et on voit aussi que les préoccupations des habitants des quartiers rejoignent aussi celles plus largement de la population, avec certains sujets qui sont un petit peu exacerbés, étant donné le cumul de difficultés qu'on peut avoir dans ces quartiers-là. Merci. Alors, Sébastien. Même exercice. Bonjour, Sébastien Bayeul, je suis en charge de la communication et des partenariats pour WeMove. WeMove, c'est une association qui agit depuis plus de 25 ans dans le champ de la mobilité inclusive et durable. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner des personnes qui ont des problématiques de mobilité et leur permettre d'avoir accès à l'emploi, à la santé, à la vie culturelle, etc. On accompagne à peu près 30 000 personnes par an, un peu partout sur les territoires, qu'ils soient ruraux, urbains, périurbains, dans les quartiers politiques de la ville. Et voilà, donc effectivement, je suis là pour parler de mobilité, mais avant de réagir sur le sujet mobilité, puisque c'est un sujet qui émerge, en regardant les résultats, alors c'est pas un étonnement, mais c'est plutôt une satisfaction de se dire que le premier sujet, c'est l'inclusion et la solidarité qui émergent. Je pense que effectivement, dans le contexte actuel, ça fait du bien d'avoir ce type de retour qui nous est renvoyé. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, d'autant plus que quand on regarde plus dans le détail ces sujets d'inclusion et de solidarité, pour le coup, ça fait résonance avec notre sujet de la mobilité inclusive et durable sur l'accès aux services, retour des services et des commerces dans les villes, sur des espaces publics plus apaisés, etc. Enfin, il y a vraiment, et l'aménagement des espaces, mettre des bancs aussi dans les villes pour nos seniors qui se déplacent plus lentement et qui ont du mal. Enfin voilà, ça fait résonance à tout ça, donc ça on a trouvé ça positif. Sur les sujets mobilité en particulier, il y a un premier sujet qui est plébiscité, c'est le renforcement de l'offre et l'utilisation des transports collectifs et des transports en commun. On ne peut que s'en réjouir, et notamment parce que effectivement encore aujourd'hui il y a beaucoup de territoires qui n'ont pas d'offre de transport et qu'il est nécessaire de le développer parce qu'on sait que c'est un enjeu d'une part de transition écologique et d'autre part c'est un enjeu pour les personnes de pouvoir avoir accès à leurs droits. C'est un vrai sujet d'inclusivité. Il y a deux choses qui nous ont quand même étonnés dans les idées, c'est la question des transports, de la gratuité. La gratuité, c'est un sujet qui émerge de plus en plus et on pose ça comme la très bonne idée pour l'accès à la mobilité pour tous. Nous, ce qu'on se dit, c'est que l'inclusivité, elle passe peut-être justement par un juste tarif pour les personnes et que chacun puisse payer ou contribuer à hauteur de ses moyens. On sait que la gratuité, elle existe déjà. Il y a des offres et des tarifications sociales et solidaires qui permettent la gratuité pour les personnes qui en ont le plus besoin. La difficulté aujourd'hui, c'est que l'information n'arrivent pas jusqu'à eux et qu'ils n'ont pas connaissance de cette gratuité. Donc il faut plutôt informer, accompagner, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et puis juste la gratuité, c'est aussi se dire que s'il faut réinvestir, entretenir les lignes, etc., ça risque d'être compliqué et qu'en l'occurrence, la demande des usagers, c'est aussi d'avoir de tout ça. Et je finirai sur un truc, c'est sur les mobilités douces et contraindre la voiture individuelle et pas favoriser trop fortement les mobilités douces, etc. C'est intéressant parce que nous, on a un baromètre des mobilités du quotidien et ce baromètre nous montre que l'utilisation de la voiture, elle est souvent un choix contraint. Pourquoi on utilise notre voiture ? C'est parce qu'on n'a pas d'autre choix. Ça fait lien avec les transports collectifs. Si demain, on a des transports collectifs, alors on sera plutôt amené à utiliser ces transports-là. Pourquoi ? Parce que c'est bon pour notre budget. Une voiture, c'est 5 à 6 000 euros par an. Je passe le détail de tout ça. C'est bon pour l'environnement et c'est bon pour la sécurité routière et le partage de l'espace public, etc., etc. Donc il y a un vrai sujet là-dessus et je le mets en parallèle donc avec le développement des TC et je le mets en contradiction avec un autre sujet qui apparaît dans les résultats, c'est créer des espaces publics plus conviviaux, agréables à vivre, etc., etc. Là, je trouve qu'il y a une contradiction en se disant d'à côté, on veut des espaces où on vit mieux, on respire mieux, etc., mais en même temps,
il ne faut pas m'empêcher de me prendre ma bagnole. Donc là, il y a un truc qui nous a étonnés en même temps qu'on comprend, parce que quand on n'a pas d'alternative à sa voiture, on se dit, bah ouais, mais en même temps, je fais comment? Et s'il y avait un manque, dans les mobilités, effectivement, il y a quand même un sujet très souvent qui revient en ce moment, c'est la voiture individuelle électrique et le débat autour de la voiture électrique. Et là, pour le coup, on ne l'a pas vu dans les résultats. Alors, c'est peut-être dans des verbatims ou dans des propositions qui n'ont pas émergé, mais ça nous a surpris. Très bien. Alors, juste pour éclairer aussi par rapport à d'autres consultations qu'on a pu faire chez Make.org, sur la partie transport, nous, on voit changer le regard des citoyens sur les mobilités douces. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans, tout le monde plébiscitait les mobilités douces, le vélo, etc. Et là, on voit émerger le fait qu'en fait, les gens voudraient juste que ce soit régulé. C'est ce que expliquait Aurélien sur il faudrait sanctionner, etc. Parce qu'il y a des comportements peut-être un petit peu abusifs. Et en fait, c'est plus ça qui est mal perçu aujourd'hui, plutôt qu'on arrête le vélo. Mais voilà. Un point important, je voudrais revenir sur la partie renaturation des villes, végétalisation des villes, etc., qui est quelque chose qu'on voit aussi systématiquement dans nos consultations, et on va dire que tant mieux, on s'en réjouit. C'est d'ailleurs un axe important, toute la transformation durable aussi pour la Banque des Territoires. Donc Christophe, est-ce que tu pourrais nous faire un petit zoom, entre guillemets, sur comment on pourrait y arriver à cela? Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Est-ce qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire, pour un petit peu vaste nous éclairer? sujet, mais je vais essayer d'éclairer à partir de l'expérience qu'on a, nous, l'ANRU, sur nos différents sites. Donc, on l'a dit, c'est une forte demande. Elle est exprimée très clairement dans les différents sondages. Elle rejoint cette demande aussi des préoccupations croissantes chez les acteurs de l'aménagement et du renouvellement urbain. On voit les élus aussi qui se saisissent du sujet, surtout en ce moment. Mais il y a quand même une très forte prise en compte de ce sujet. Les gens ont compris aussi, les acteurs de l'aménagement ont compris tous les co-bénéfices que peut amener la nature dans un quartier. Ça a été dit avant, il y a des questions de santé environnementale, lutte contre l'îlot de chaleur, pollution de l'air, pollution des sols, etc. Donc la nature peut aider aussi à réparer les quartiers. Et puis des enjeux de cohésion sociale qui sont très importants aussi, parce qu'elle peut être vecteur de liens dans le quartier. Donc un besoin, une préoccupation qui est prise en compte par les élus, et puis des territoires, les quartiers en renouvellement urbain, qui offrent un gros potentiel de transformation. Parce qu'on passe avec un gros projet, et c'est l'occasion, à travers les différentes actions qu'on peut conduire sur l'espace public, ou sur le bâti d'ailleurs, de redonner sa place à la nature ou de la conforter quand elle existe. Donc là, je ne veux pas non plus généraliser parce qu'on a des situations très contrastées sur nos 450 quartiers. Il est très différent, par exemple, la situation est très différente entre les quartiers anciens de Marseille ou de Perpignan et les grands ensembles de Nancy, par exemple, qui sont construits autour de parcs. Donc voilà, donc la double approche, généralement, c'est de conforter ce qui existe, et là où ça n'existe pas, de ramener la nature progressivement aux différentes échelles du projet. On a proposé quelques petites photos là pour illustrer, je ne sais pas si on va les voir, pour montrer comment à différentes échelles, voilà, on peut s'emparer du sujet. Je me retourne pour les voir parce que je ne les ai pas toutes en tête, mais du coup, oula, ça pixelisait fort là. Donc par exemple, on a ici Orly, en région parisienne, où le projet de renouvellement urbain est vraiment construit autour de la nature. C'est la nature qui est l'axe structurant, la nature dans le quartier qui devient l'axe structurant du projet, avec la nécessité de réintroduire la biodiversité, de mettre en relation à travers le quartier des espaces naturels voisins qui existent, donc avec des grands parcs, et ça vient jusqu'à irriguer bien sûr les opérations de logement, notamment quand il y a des reconstitutions d'offres comme ici, où on vient à l'intérieur des îlots faire rentrer la nature. On a un autre exemple à droite qui est à Saint-Étienne, qui était un quartier non-réno, qui était beaucoup moins favorable à la nature. Et l'espace que vous voyez en haut et en bas, c'était avant un parking, un grand parking sur plusieurs niveaux, qui était très peu occupé. Diminution de l'usage de la voiture, là souvent pour des raisons économiques, mais du coup moins d'usage. Et la décision qui a été prise en lien avec les habitants de démolir ce parking et de le remplacer par un parc qui amène beaucoup de qualité au quartier. Quelques autres petites images peut-être, voilà. Donc ça, c'est Lyon aussi à la Duchère, où là aussi, on a un parc dit des Vallons qui n'est pas très loin du quartier. Et on a fait en sorte de faire traverser ce parc, le faire descendre dans le quartier, irriguer tous les projets. Un autre exemple aussi à Pau, ici, avec les jardins de Saragosse. Donc tout un travail aussi sur les espaces publics du quartier pour ramener de la nature. Et je voulais montrer aussi les usages. Donc on voit très bien que c'est aussi support à des usages de mobilité douce, l'aménagement paysager.
Des cours d'école aussi, on a beaucoup de projets de débitumisation et de végétalisation des cours d'école, donc ici dans un groupe scolaire neuf à Blois. Et puis un autre vecteur hyper important de renaturation des quartiers, c'est l'agriculture urbaine. Donc nous, on soutient avec Quartier Fertile, un de nos programmes, un certain nombre de projets sur une centaine de sites. Et c'est une manière aussi de ramener la nature et de réintroduire ce contact à la nature qui a été un petit peu perdu. Et donc, si je peux voilà, encore. Donc sur les conditions un petit peu de réussite, donc on le voit à différentes échelles. Hein, c'est intéressant de mailler, de travailler sur ce maillage des espaces verts pour que ça vienne au plus près de l'habitant. Et nous, on voulait insister sur certains points de vigilance que l'on voit à travers nos projets pour que ces projets réussissent. Donc il y a des enjeux qui sont très techniques pour ceux qui fabriquent la ville, les villes, les bailleurs sociaux que nous soutenons. Donc des enjeux d'anticipation des usages, hein, parce qu'on a des usages qui ne sont pas toujours souhaités non plus sur les espaces publics, donc il faut les anticiper. La verdure, ça peut cacher des choses, des activités illicites, donc il y a ce travail-là à prendre en compte. Anticiper les coûts, parce qu'en investissement, il y a le soutien de l'ANRU, après le fonctionnement, c'est à la charge des collectivités, et on sait qu'il y a une double injonction, toujours plus d'espaces verts, toujours plus d'espaces de qualité, mais moins de moyens pour les entretenir, donc il faut dès la conception vraiment anticiper ça pour que les espaces perdurent et ne soient pas dégradés par manque d'entretien. Et puis, ça a été dit à plusieurs reprises par différents intervenants, il y a la nécessité de mobiliser les habitants, mais plus largement les acteurs du quartier. Et là, je voulais faire une petite incise en disant qu'on a cette demande très forte de nature, mais en même temps, l'acceptabilité de la nature n'est pas du tout acquise dans les quartiers comme ailleurs en ville. C'est-à-dire que les gens méconnaissent la nature, méconnaissent son fonctionnement, l'ont perdu en tout cas, cette connaissance-là, et sont des fois surpris par la spontanéité de la nature, c'est un organisme vivant, donc ça évolue et des fois ça déborde. Et donc il y a un gros travail aussi d'acculturation, et on pense que nous, le projet de renouvellement urbain, c'est le moyen de re-questionner le rapport des habitants, mais aussi des services, des professionnels qui interviennent dans le quartier, à la nature et plus largement au vivant. Donc 2 axes, hein. Il y a l'axe de la sensibilisation, expliquer aussi tous les bénéfices qu'on a à réintroduire la nature pour la santé notamment, ça c'est une entrée qui est très très forte, c'est une préoccupation que tout le monde partage. Donc sensibiliser de plein de façons, hein, à travers les écoles, à travers des manifestations, des projets nature, on en voit beaucoup dans nos quartiers. Et puis aussi, ça a été dit, je crois, dans les résultats de l'enquête, donner le pouvoir d'agir. Donc en encourageant la participation. Et du coup, autour de ce sujet qui est relativement consensuel, c'est assez simple, et aux différentes phases du projet. Donc dès le diagnostic, par exemple, on peut permettre aux habitants de faire les inventaires Fun Floor. C'est une manière aussi de les motiver. On doit bien sûr aussi les associer à la conception du projet. On peut les associer à la mise en œuvre du projet pendant le chantier, des chantiers de plantation, notamment avec les enfants. On en voit beaucoup dans les cours d'école. Et puis on peut aussi avoir la mobilisation des habitants des quartiers sur l'entretien. Donc on peut relayer parfois les services l'été sur l'entretien des petits jardins qu'il y a dans les cours, parce que l'école est fermée, il n'y a plus personne dans l'école, et c'est des fois les habitants qui vont prendre le relais. Et puis je l'ai dit, l'agriculture urbaine qui pour nous est un vecteur aussi très très important de recontact avec la nature. Donc voilà, c'était quelques exemples de projets que nous on soutient et qu'on encourage à travers nos dispositifs. Ça fait du bien de voir ces jolies choses. Et important à noter, on en parlait avec Nicolas, c'est qu'il y a 447 projets qui sont prévus pour, on va dire, faire évoluer les quartiers, les transformer, les revaloriser. 3,5 millions d'habitants. 3,5 millions d'habitants concernés, donc voilà, donc il y a du passage à l'échelle et il y a de quoi faire. Alors, je voudrais maintenant qu'on revienne avec toi, Prisca. Excuse-moi d'avoir écorché ton nom précédemment. Parmi les idées plébiscitées par les citoyens et citoyennes, où est-ce qu'à ton avis il y a une urgence ? Et puis, quelle est la priorité d'action ? Quels sont les leviers que pourrait avoir la société civile ? Il y a beaucoup, effectivement, il y avait beaucoup de propositions avec lesquelles on était complètement alignés, évidemment, et qu'on essaye de pousser, nous, à notre petit niveau, évidemment. À la Cloche, comme je le disais tout à l'heure, on a lancé un programme donc, qui s'appelle le Carillon, qui est un programme de commerce et lieux solidaires. Donc, c'est aussi aller plus loin dans ce que ça veut dire. Aujourd'hui, le Carillon, il est présent dans 36 villes en France métropolitaine. Il y a un enjeu de l'essaimer, lui aussi, ce programme-là, parce que le besoin, il est de plus en plus présent et dans différents types de territoires, donc c'est d'aller plus loin et de recréer justement, enfin on disait tout à l'heure, mais on était très heureuse nous de voir justement le rôle des commerces dans cette création de lien social, cette cohésion, etc. Donc c'est d'aller plus loin là-dessus. Et je laisserai Ayat compléter aussi, peut-être sur le Carillon, si tu veux en dire quelques mots. Moi je pense qu'une des priorités qui n'est pas une priorité opérationnelle, qui est plutôt une priorité de méthode, de se dire qu'en fait
Tout à l'heure, en introduction, il était question de faire se réconcilier la vision très macro, très techno, et je l'ai noté, les attentes des citoyens et des citoyennes. Et je crois que pour réussir ce défi-là, qui est un gros défi, la première clé, c'est de penser la ville et de la construire avec les personnes concernées, avec les personnes qui sont sans domicile, qui sont, je le répète, les grands absents de cette consultation, et qui pour autant connaissent par cœur les villes. Ce sont des personnes qui... sont les premières témoins en fait de l'évolution des villes, qui connaissent en général les quartiers par cœur, parce que ce sont des personnes qui sont en mouvement constant, et c'est dommage en fait de ne pas pouvoir leur donner cette parole-là dans la construction des villes. Et donc c'est ce qu'on essaye de pousser, nous, c'est d'être dans nous on pratique donc le bénévolat inclusif, on pratique la gouvernance inclusive, de donner la parole aux personnes concernées. Je crois que ce sera déjà un bon début pour construire la ville de demain. Oui, c'est surtout l'association La Cloche. On ne fait pas pour, mais on fait avec. Voilà, et pour faire avec, on a plein d'ateliers. Quand on parle des jardins, on a des jardins partagés où, avec son domicile et même les voisins, on partage le moment de l'atelier. Il y a des locaux et des cuisines où on fait des ateliers, plein d'ateliers, où il y a même des ateliers où on fait des événements comme... pour que les personnes à la rue puissent être entièrement incluses avec dignité, avec toutes les personnes, et se sentir un citoyen comme tout le monde, et participer à plein d'événements. Voilà. Et pour moi, il est urgent de soutenir plus fortement le tissu associatif local. Ça, c'est urgent pour moi. Donc, merci. Alors Sébastien, toi aussi, est-ce que tu as en tête des priorités d'action, des leviers ? Oui, il y a beaucoup de choses. Alors je rejoins Christophe et Prisca sur la place à donner aux habitants, déjà sur les projets, etc. On porte la conception universelle des solutions de mobilité. C'est un grand mot, mais l'idée c'est de dire qu'en partant des besoins des plus fragiles, on répond et on construit des solutions utiles pour toutes et tous. Ça c'est un principe et qui nous semble important de rappeler. La deuxième chose, là, c'est plus pour répondre justement aux enjeux là, qui émergent dans la consultation. Aujourd'hui, en termes de mobilité, il y a un diplôme, c'est le permis de conduire. Voilà. On apprend à conduire une voiture, mais on n'apprend pas à se déplacer autrement. Donc, de fait, c'est le travail qu'on fait au quotidien, le conseil, l'accompagnement, mais du coup, on pose un concept, c'est le continuum éducatif en termes de mobilité. Pour nous, la mobilité, c'est une compétence qui doit se travailler dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Si on arrive à mettre en place un continuum éducatif en travaillant la mobilité dès le plus jeune âge, à tous les âges et sur tous les modes, alors là, on va peut-être répondre à ces enjeux de vivre ensemble et d'inclusion, de partage de l'espace public, des incivilités et de civisme qui sont pointées, parce que, de fait, dès le plus jeune âge, on aura pris conscience que un jour, on va être au volant d'une voiture, le lendemain, on sera peut-être au volant d'un guidon, et le lendemain, on sera un piéton sur les trottoirs. Et ça c'est pour nous assez essentiel. On est membre du CNSR, qui est le Conseil national pour la sécurité routière. Il y a un vrai enjeu sur l'éducation à la mobilité. Donc pour nous, il y a deux leviers. Il y a le levier institutionnel, législatif, réglementaire. C'est ce qu'on essaye de faire dans les cadres qui nous sont proposés comme le CNSR. On est à la présidence de la commission éducation à la mobilité et à la sécurité. Et puis, il y a la société civile. Je pense que c'est important. Là, on a vu la sécurité routière qui a lancé une campagne sur priorité au respect. Et je pense que c'est important de tirer le fil, et c'est presque un appel là, que j'ai envie de faire, parce qu'il y a tout un groupe d'organisation autour de mec.org qui pourrait contribuer à ça. C'est que finalement la violence qui est perçue, vécue, retransmise dans la consultation, dans l'espace public, c'est aussi à l'image de la violence sociale globalement, et là pour le coup ça rejoint d'autres sujets que vous avez pointés, et donc demain il serait peut-être intéressant de poser ensemble une campagne autour de cette idée effectivement que les violences, on ne veut pas les vivre dans notre société, et on ne veut pas qu'elles se traduisent dans nos mobilités, dans l'espace public, parce que ce partage de la rue, ce vivre ensemble, il doit se construire. Donc voilà, c'était vraiment les deux sujets, deux enjeux et deux priorités qui nous semblent importantes. Merci à tous pour vos retours. Je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. Est-ce qu'il y a, soit dans la
Voilà, très bien dans l'Assemblée. Aurélien, je te propose de nous rejoindre parce qu'il y aura peut-être des questions pour toi. Est-ce que je vais vous tendre le micro à ce moment-là ? Bonjour, Antoine Anctil de Solico. On est une société d'investissement financée en partie par la Banque des Territoires qui accompagne les porteurs de projets de logement à destination des plus fragiles un peu partout en France. Donc on finance des projets de la production de logements très sociaux. Moi, ce qui m'a interpellé dans cette consultation, c'est un certain sentiment un peu d'agacement qui ressort. Globalement, on a l'impression que la ville, c'est quelque chose qui vient irriter en permanence sur tous les sujets. Enfin, ça me frappe énormément. Je pense que c'est lié au fait qu'il y a une certaine demande d'immédiateté qui est peut-être aussi relayée par le débat médiatique, ou en tout cas on parle par exemple sur la question des pistes cyclables. En fait, entre le moment où on constate une augmentation du nombre de cyclistes, on se lance dans des projets, on construit une piste, enfin, la fréquentation, elle a explosé pendant ce temps, et finalement, le temps du projet, la piste, elle devient sous-dimensionnée par rapport aux besoins, ce qui crée de la frustration. C'est pareil sur la rénovation aussi des logements. Je pense, on dit qu'il faut végétaliser, adapter, tout ça, c'est un peu la thématique du moment. Un projet de réhabilitation d'une grande copropriété, aujourd'hui, ça prend 10-15 ans. Donc forcément, ce temps-là, ces 10-15 ans-là, c'est ces 10-15 ans de frustration aussi pour des habitants. Et je pense que ça, c'est qu'enfin, donc nous, on fait du logement, on voit 4%, c'est un des derniers sujets qui ressort, alors que ça concerne 12 millions de personnes fragilisées par rapport à leur logement, des problématiques qui sont innombrables. Et on a l'impression qu'on est un petit peu... Enfin voilà, dans cette consultation, qu'on va rester à la surface, qu'il va falloir retisser des liens entre des propositions, entre des idées. Je pense par exemple, vous avez parlé des personnes à la rue qui sont totalement invisibilisées. Et il y a cette proposition sur les bancs pour les personnes âgées. En fait, il ne faut pas oublier quand même que les bancs, ils ont été supprimés pour supprimer le sans-abrisme, en fait. Donc, on a l'impression que toutes ces propositions, finalement, manquent un peu, enfin, manquent de contexte, de contenu, de discussion, qu'elles sont finalement à l'image un peu de la société qu'on décrit, qui est une société où les gens se vivent individuellement les uns à côté des autres. Et je pense qu'un des gros travaux qui va devoir être fait dans la suite, là, c'est de relier toutes ces questions-là, de revenir vers les habitants, effectivement, pour les remettre au quai, donc des lieux à vivre, etc. Donc à vivre pour qui ? Est-ce qu'on peut exclure des gens de ces lieux à vivre ? Est-ce qu'on exclut les sans-abri ? Est-ce qu'on exclut les jeunes ? Est-ce qu'on fait une ville segmentée pour les catégories ? Donc voilà, je suis très, très intéressé de l'appel à projet de ce qui va suivre dans cette optique. Donc c'était plus un retour que une question, mais merci. Aurélien, tu pourrais commenter ? Celui-là marche. Oui, merci beaucoup pour votre retour. Sur la tonalité, sur les sans-abri, on en a parlé aussi tout à l'heure. Il y a des propositions dans la consultation, mais il se trouve qu'effectivement, elles sont dans ce qu'on appellerait communément le ventre mou de la consultation, pas assez consensuel, pas assez controversé, mais en tout cas, voilà, il y en a, mais on pourrait dire qu'elles sont plus controversées que consensuelles. Sur le fait qu'il y a un agacement, et la consultation, on interroge les gens sur leurs attentes, ça commence par « il faut », donc forcément c'est un miroir un peu déformant, où les personnes qui participent vont plus davantage dire ce qui les agace et ce qu'elles attendent, donc forcément. Et après c'était l'immédiateté, il me semble. Et donc là, oui, encore une fois, forcément, la nature de la consultation fait qu'on demande en il faut et c'est de l'action. Le contexte médiatique joue aussi, bien évidemment. Et je ne sais pas si, Axel, tu attendais un retour. Tu peux aussi prendre la parole si tu voulais faire un retour particulier. Je ne sais pas. Non, ok, d'accord. Je ne sais pas si vous avez des retours sur ces sujets.
Bonjour, je suis Marie-Françoise Dujarier, je suis directrice de l'association Ville Internet. Et notre métier, c'est d'accompagner les collectivités dans leur politique publique numérique. Alors, je vous remercie pour l'éclairage de cette enquête. Alors, moi, j'ai une question parce qu'en fait, nous, on travaille sur le sujet des enjeux de l'égalité d'accès au numérique pour tous, le sujet des enjeux climatiques. On sait bien que le numérique, voilà, grosse source vis-à-vis des enjeux climatiques. On travaille sur le sujet de la cybersécurité, cybermalveillance. Et on accompagne les collectivités dans leur politique publique numérique. Et en fait, dans tout ce que j'ai entendu, ou alors j'ai pas tout saisi, mais en fait, dans les idées plébiscitées ou même controversées, ma question, c'est la place du numérique, alors qu'on sait très bien que, en fait, en tant que citoyen aujourd'hui, on est tous utilisateurs du numérique. Il y a des bienfaits, des malfaits. Il y a un sujet d'équilibre à trouver. Mais de toute façon, dans tout ce qui est demain à mettre en place, que ce soit sur des sujets de mobilité, sur des sujets de sécurité, sur des sujets d'inclusion, le numérique, il est là. Et c'est une interrogation, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, on est encore entre 16 et 18% d'électronisme. Et en fait, ma question, c'est la place du numérique. Alors peut-être que finalement, il n'y a plus de problème avec le numérique et tout le monde sait l'utiliser, etc. Mais en fait, je trouve qu'il y a peut-être un trou dans la raquette sur ce sujet-là, dans les personnes qui ont été interrogées. Voilà. Oui, merci beaucoup pour ce sujet. Et en plus, on est une consultation numérique, donc forcément, on est au cœur de la dynamique. Là encore, c'est apparu dans quelques propositions, donc forcément, on est obligé de faire une sorte d'entonnoir et donc de prioriser. Il y avait quelques propositions, notamment sur l'accompagnement des personnes âgées, sur les démarches administratives numériques dans les municipalités, qui est ressorti, mais pas suffisamment pour qu'on en parle ici. Et après, effectivement, par rapport à il y a quelques années, notamment le sujet de la 5G qui revenait beaucoup dans nos consultations et qui était controversé. Peut-être que c'est moins prioritaire ou que des sujets plus polémiques, que le contexte politico-médiatique fait que ce sujet-là est un peu marginalisé. Je reconnais que c'est potentiellement un silence de cette consultation. Y a-t-il d'autres remarques aux Moi, questions ? je veux bien réagir parce qu'effectivement, je ne l'avais pas dit dans mon intervention, mais c'est un truc qui nous avait aussi questionné parce que le numérique, ça revient souvent. Et quand, par exemple, on parle de non-recours aux aides, qu'elles soient sociales, de mobilité, transport, etc., souvent le non-recours, c'est parce que ça passe par des outils numériques de plus en plus. L'administration, en général, numérise de plus en plus. Et c'est un vrai sujet pour des publics précaires, exclus, qui du coup, dans l'utilisation quotidienne, ont des difficultés et peut-être que ça ressort effectivement dans le ventre mou ou en trame de fond, mais on aurait pu croire que ça aurait été une thématique plus forte dans les idées, quoi. Pardon. Je voudrais juste rebondir et pour moi, du coup, la question, et si je devais conclure, c'est que il y a un vrai sujet de cohésion dans les territoires et de transition numérique. Et quelle cohérence ? Parce que si on n'aborde pas le sujet de la mise en place parce qu'on est sur finalement de l'aménagement du territoire, etc. Et si on oublie le numérique là-dedans, eh ben j'ai sincèrement une vraie question de cohérence. Voilà. Alors là, encore une fois, on prend la photo des priorités des citoyens. Donc ça veut dire que pour eux, à l'instant T, ça n'est pas une priorité. Ils voient d'abord d'autres choses sur lesquelles... ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Juste un petit mot, peut-être si vous permettez aussi, du point de vue des QPV qu'on connaît. Donc l'infrastructure, elle est là, souvent numérique. L'infrastructure est en place, la fibre dessert les quartiers, les gamins ont des smartphones, beaucoup. Après, c'est la question de l'utilisation. Et en amont, il y a même la question de l'accès à la lecture, à la maîtrise de la langue. Parce que c'est très bien assez beau d'avoir des plateformes, mais si on ne sait pas lire, si on ne sait pas utiliser, on ne peut pas les utiliser. Donc ça pose quand même beaucoup la question du recours au droit. De l'accès au droit, après, quoi. C'est une vraie difficulté, on le voit, parce que même les organismes sociaux, maintenant, passent par des plateformes. Et même quand on est habitué à manipuler du numérique, des fois on se heurte à des choses assez kafkaïennes. Donc on peut imaginer les difficultés que ça pose pour des publics
déjà un accès difficile à la langue ou à la lecture. Moi, je voulais poser une question, Joachim, Fondation Palladio, sur le tissu associatif. On est, je pense, ici tous absolument convaincus de la place fondamentale des acteurs associatifs pour créer le lien social, pour créer la ville. Moi, je suis étonné par un des éléments de la consultation. On sait et on a tous très conscience de la crise des financements du secteur associatif, mais moi, je m'interroge vraiment sur cette crise de défiance vis-à-vis du tissu lui-même. Est-ce que vous pouvez nous éclairer les uns les autres? Je pensais peut-être à la cloche. Quels sont les éléments d'explication de cette défiance? On est quand même, je pense au quartier politique de la ville, mais en fait au tissu urbain dans sa totalité, où les acteurs associatifs font un travail qui est essentiel. Mais d'où vient cette défiance? Je pense qu'il y a plusieurs raisons et à mon sens, on ne les connaît pas toutes. Moi, j'ai le sentiment que... il y a deux choses. Il y a peut-être de la méconnaissance de l'action du tissu associatif, de à quoi concrètement servent les associations. Et peut-être que les personnes qui ont répondu, c'est inquiétant parce qu'elles étaient plus de 50 000, donc ne sont pas engagées dans une association, ne sont pas bénéficiaires d'une action associative, donc peut-être n'ont pas fait ce lien entre le fait que le club de foot de la petite fille, en fait, c'est une asso, que les cours de piano de la grand-mère, c'est une asso, donc peut-être que c'est en partie peut-être une clé d'explication, je ne sais pas. J'ai aussi le sentiment que souvent il y a une espèce de condescendance vis-à-vis du tissu associatif, comme si ce n'était pas des vrais métiers, comme si on n'était pas professionnalisé. Et comme si on se gavait de subventions et que quand même c'est un petit peu abusé que les assos elles vivent sur des subventions sans faire le parallèle avec les aides aux entreprises. Et je pense que c'est ça. Et là tout le mouvement des associations qui est en train de se mettre en ordre de bataille là, parce qu'on est quand même dans un climat qui est extrêmement anxiogène et qui est très très je crois grave de ce que ça veut dire de la société aujourd'hui. Je crois que là ça commence un petit peu à plus visibiliser concrètement et donner des éléments peut-être plus lisibles aussi pour des personnes qui ne travaillent pas dans le milieu associatif et qui n'ont pas idée de ce que ça veut dire sur le nombre de postes qui sont en risque aujourd'hui, sur l'impact social que les associations ont sur les territoires, sur les personnes. Je trouve que là, on est dans un moment où on visibilise beaucoup parce qu'on est en danger. Donc peut-être que ça va un peu permettre d'apaiser cette défiance, mais effectivement, elle nous questionne beaucoup, nous aussi. Prisca, merci, parce que je crois qu'il faut qu'on vous libère. Oui, j'ai un train. Donc, juste en face merci infiniment. Merci beaucoup. Et s'il y a d'autres éléments de réponse autour de cette thématique, et puis... Je voudrais juste rebondir. Alors merci Prisca. Et de rate pas ton train. En fait, je crois qu'il y a 30% des gens qui sont en contact avec les associations en France. Donc, je ne sais pas exactement comme les chiffres sont ça, mais c'est un peu l'ordre de grandeur. Donc, je pense que la majorité des gens n'ont pas de contact avec les associations et donc le regardent comme étant, comme étant avec bienveillance ou sans bienveillance, mais comme une zone d'investissement de la collectivité plutôt que de faire autre chose. N'ont pas conscience de l'impact et n'ont pas conscience du fait que c'est le meilleur type d'investissement qu'on puisse faire en termes de rentabilité sur le bénéfice social, etc. Donc moi, je crois vraiment qu'il y aurait peut-être une réflexion à se poser sur des associations à large scope, celles qui permettent que tout le monde fasse une petite chose, ne serait-ce que pour rentrer dans cette problématique-là. Et peut-être, je pense que ça questionne aussi la capacité du monde associatif depuis toutes ces années à, justement, on parlait d'impact social, à mesurer son impact et à le transmettre et à le communiquer. Et je pense que la méconnaissance, elle vient aussi être dans sa propre autocritique, j'ai envie de dire, du milieu associatif, de se dire, en fait, on n'a peut-être pas suffisamment montré l'impact concret qu'on peut avoir sur... Parce qu'on dit ça coûte de l'argent, mais en fait, une association, si on fait une vraie mesure d'impact, on va surtout être en capacité de mesurer les économies générées par l'acteur associatif. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Effectivement, les mobilisations en cours autour du mouvement associatif, il y a eu le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire à Bordeaux la semaine dernière, font que ça devrait, a priori, faire émerger aussi tout le positif que peut avoir le milieu associatif aujourd'hui, quoi. Oui.
Bonjour, Jordi Delépine, délégué général de la Seine en Partage, puisqu'on parle d'association. Comme vous, on travaille pour les communes, puisqu'on réunit l'ensemble des communes riveraines de la vallée de la Seine pour les accompagner dans une démarche de de redécouverte, soyons plus positifs, puis de réappropriation des berges de Seine. Je ne pensais pas intervenir là-dessus, mais ce que vous dites sur les associations est très important, parce qu'il y a un haut cadre de la ville de Paris qui est parti en retraite et que je ne nommerai pas, me disait il y a quelques jours, nous sommes près de 50 000 employés à la ville de Paris. La ville de Paris ne fonctionnerait pas sans le tissu associatif. Ce sont ses propres mots. Alors, je ne dirais pas qui, mais voilà. Et ça m'a été répété plusieurs fois. Puisqu'on en est à être interpellé ou à être choqué même, il y a deux choses qui m'ont, et vous l'avez légèrement souligné tout à l'heure, ce 1% pour la culture me choque profondément, et d'autant plus que ça va avec autre chose. Et on a vraiment un problème de stigmatisation sur la voie publique aujourd'hui en ville. C'est la défiance vis-à-vis de la culture dans la rue. Alors que la démocratisation de la culture, elle passe par la rue, par des spectacles. Alors, dans le respect des uns et des autres, du bruit, de la gêne, des horaires, du 22h, etc. Mais ça prouve bien qu'il y a probablement un agacement des gens sur le fait de se sentir agressé dans la rue par du bruit, par du tag, par un roller, pardon, c'est une vieille expression, par les vélos, par les trottinettes. Et puis la deuxième chose qui est alors moins personnellement et plus professionnellement vraiment beaucoup choqué, c'est la défiance vis-à-vis des conseils municipaux. On a une vraie peut-être méconnaissance en France du rôle. On parlait des associations à 2 secondes, là on parle des élus, une vraie méconnaissance du rôle des uns et des autres, et peut-être des élus, puisqu'on approche du salon des maires, du rôle des élus. Alors on connaît mieux les adjoints au maire, parce qu'ils ont un vrai rôle politique, et je dirais qu'ils sont un peu les directeurs de la stratégie de leur délégation, mais les conseillers municipaux, peut-être qu'on ne connaît pas du tout leur travail, et il y a un vrai souci à ce sujet-là. Donc ce n'est pas une question, mais ma question c'est qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qui vous interpelle ? Déjà, je suis d'accord avec votre constat. Culture absente, mais en même temps pas si étonnant, et on a l'habitude de le voir. Enfin, même dans les budgets publics, la culture, c'est souvent le sujet qui arrive en dernier, considéré comme non prioritaire, alors qu'évidemment, on peut considérer que ça l'est. Donc peu de propositions, même si... Allez, il y a une idée singulière, donc on peut se reposer là-dessus pour aller faire du lobbying et dire que c'est quand même une attente. Sur le reste, j'ai pas forcément de retour. Je sais pas si vous aviez des choses à dire sur le non. Situation de crise comme le Covid ou bien d'autres sujets, la place du maire, de ses adjoints et du conseil municipal sont les premiers à être en contact avec le citoyen, et le citoyen, quand il a un problème, c'est bien la première porte qu'il pousse. Donc moi je suis carrément très étonnée de cette réflexion qui émerge de l'enquête, et peut-être qu'il y a un besoin de précision, de savoir si c'est que le conseil municipal ou si c'est la gouvernance de l'ensemble de élus, adjoints, conseils, etc. Oui, en fait, pour répondre sur le conseil municipal et peut-être la méconnaissance, et c'est vrai, vous avez raison, les élections municipales sont celles avec le plus haut taux de participation, et les habitants disent qu'ils sont les plus confiants, en tout cas les élus dans lesquels on a le plus confiance, c'est les élus municipaux, mais en même temps, absent un petit peu quand même de la consultation, mais encore une fois, parce que c'est quelque chose peut-être qui est moins palpable, en tout cas dans les demandes, il y a quand même cette idée sur la gouvernance, ce qui est un consensus, et donc il y a des attentes assez directement dirigées contre les élus municipaux, et notamment en termes de transparence. La méfiance envers les élus, elle peut aussi se traduire par cette absence de confiance, cette absence de transparence, cette absence de connaissance de leur action, de leurs dépenses, aussi avec, on ne peut pas minorer l'impact des médiatiques des récents scandales, alors qu'ils prennent trop de place ou pas, mais du coup il y a quand même une attente des élus, des citoyens et des consensus sur le fait que les élus doivent mieux communiquer, plus se rendre sur le terrain,
territoire aussi, au contact des habitants. Donc il y a quand même des choses qui se disent. Après, il pourrait y avoir beaucoup plus d'éducation qui pourrait rentrer dans l'idée sur la sensibilisation au vivre ensemble. Il y a des propositions sur sensibiliser aux droits, aux devoirs, donc le droit de vote, ce type au civisme, ce type de choses. Mais effectivement, c'est pas une priorité et il y a sûrement de la méconnaissance du travail des élus municipaux qu'il faudrait venir combler, ça c'est sûr. Il y a peut-être une confusion en effet. Enfin, je pense que la mécanique municipale n'est pas forcément connue, mais la figure du maire est très très bien identifiée dans les quartiers. Et le maire, c'est l'élu qui est à portée de baffe, comme disent certains. Donc c'est celui quand même qui connaît son territoire. Et il y a aussi tout le millefeuille administratif qui complexifie les choses. On le voit aussi sur les projets urbains. Donc c'est vrai que souvent l'habitant, quand il a une remarque à faire sur un projet, il ne va pas s'adresser forcément à celui qui l'a mis en œuvre, qui peut être la métropole, mais il va aller chercher le maire. Et après, il n'a pas forcément la connaissance de tous les adjoints, de tous les conseillers municipaux, mais la figure du maire, elle est très très bien identifiée. Et je suis aussi assez surpris par ce que j'ai vu sur le milieu associatif, pour revenir rapidement sur le sujet d'avant. Alors je ne sais pas s'il y a un distinguo entre ce qui peut remonter des QPV et du reste de la population. C'est peut-être la même chose aussi, donc ce qui est d'autant plus surprenant parce que le tissu associatif est quand même très très présent dans ces quartiers. Et ce sont des acteurs très bien identifiés par les habitants. Qui viennent vraiment compléter l'action justement des pouvoirs publics et même des fois investir des champs qui ne le sont pas par l'action publique. Donc ça c'est très surprenant aussi, ça mérite d'être creusé en effet, un peu inquiétant. Nous avons 2 questions du chat, plutôt sur de la méthode. Je vais poser les 2. La première, est-ce que les remontées de consensus et de controverses auraient été différentes si, avant de donner leurs opinions, les citoyens avaient eu l'obligation, ou au moins l'opportunité, de prendre connaissance d'un certain nombre de documents, écrits ou vidéos, permettant de débunker des contre-vérités? Ou est-ce que cela ressemblerait trop à de la démocratie censitaire ou, entre guillemets, élitiste? Ça, c'était la première question. Elle est très bien. Et une autre question que je cherche, elle est là. Avez-vous essayé de clusteriser les réponses, voir si ce sont les mêmes personnes qui sont conservatrices et les mêmes qui sont plutôt progressistes? De regarder en gros d'où venaient les propositions. Alors sur les connaissances avant de participer, c'est un choix aussi méthodologique de demander spontanément l'opinion actuelle et instantanée, ou en tout cas à un instant T des participants. Après, il n'y a pas une absence totale de contenu, il y a quand même une contextualisation du sujet, il y a, il me semble, potentiellement des liens qui sont possibles sur la plateforme ou pour s'informer. Après, c'est vraiment pas majoritaire. On peut affirmer que oui, s'il y avait eu un accès à des connaissances, et d'ailleurs la Convention pour le climat l'a montré, lorsqu'il y a une formation, lorsqu'il y a des experts qui font un travail d'acculturation sur des sujets, ça tend vers du consensus sur certains sujets qui ne le sont pas dans la consultation. Ça c'est certain, c'est plus progressiste, on peut je crois l'affirmer. Et la deuxième question qui est sur est-ce que c'est les mêmes personnes qui votent? On n'a pas réalisé ce travail-là, mais là encore on l'avait fait sur une autre consultation et on peut là aussi affirmer qu'il y a effectivement des clusters de catégories de population qui vont voter systématiquement, par exemple, imaginons contre la contrainte de la voiture individuelle et contre ou pour le contrôle et la surveillance des mobilités douces. Sur des sujets comme ça, c'est forcément un peu la même chose. Après, on peut pas l'affirmer, on n'a pas fait ce travail-là, mais les sondages politiques et les sondages d'opinion montrent qu'il y a quand même des sujets, voilà, que ce soit sur la sécurité, sur les mobilités, des sujets un peu plus conservateurs et des sujets un peu plus progressistes pour des mêmes types de populations. Par contre, important, c'est de dire que dans notre séquence de vote, les gens ne choisissent pas les sujets sur lesquels ils votent. Donc, les sujets étant poussés aléatoirement, on ne va pas dire ils se précipitent tous sur des sujets en majorité. Voilà, ils sont exposés à une quinzaine de propositions et ils votent aléatoirement sur ces propositions. Voilà, si la question c'était est-ce qu'il y a des groupes d'influence qui se sont mobilisés, qui sont allés voter systématiquement sur des propositions d'un certain sujet, la réponse est non, puisqu'effectivement on a un système d'anti-trolling où chaque proposition est exposée aléatoirement sur la plateforme et donc on ne peut pas choisir ces sujets et donc c'est plus représentatif. Moi, je voudrais rebondir sur ce... Ah bah remarque, c'est quelqu'un à distance, donc j'essaie de me retourner là, mais je voulais rebondir sur cette notion de méthode. Effectivement, c'est extrêmement important de prendre l'opinion telle qu'elle vient. Il ne faut pas en faire une décision politique, il faut en faire une captation de... On appelle ça l'estomac partagé.
C'est pas forcément des gens qui ont tout compris, qui savent exactement, mais c'est beaucoup plus important que ça. Ce qui compte, c'est un moment, c'est ce qu'ils ressentent de façon commune et partagée. Donc c'est vrai parti pris méthodologique. Sur la segmentation, là, on ne l'a pas fait, ce travail-là, et ça nécessite un processus qui nous empêche de le faire a posteriori. Il faut vraiment le faire en cours de route. Généralement, quand on fait une segmentation, on a 2 blocs qui sont à peu près conformes aux idées préconçues qu'on a. Alors, c'est gauche-droite, c'est pas gauche-droite. Enfin, on peut trouver... Les mots sont pas exactement collés avec la politique, mais on trouve... Et généralement, il y a toujours un 3e bloc qui est étonnant. Parce qu'en fait, il est un peu croisé de plein de choses. Donc, généralement, quand on fait une segmentation, ce qui est vraiment fascinant, c'est d'aller dire, mais c'est qui les bizarres qui sont à 30% des gens, hein, et qui cassent un peu la représentation standard qu'on fait. Je pense le lien à la sécurité, par exemple, on peut le voir, il ne faut pas le voir comme étant, il y a une partie des gens qui sont pour la sécurité et une partie des gens qui sont pour l'environnement. Il faut le voir en disant, là, tout le monde est d'accord sur sécurité et environnement. Donc c'est vraiment... c'est un peu fait aussi pour casser l'a priori qu'on a sur ce qui nous ressemble et ne nous ressemble pas. Après, on peut avoir individuellement un sentiment que c'est plutôt une thèse conservatrice ou plutôt une thèse progressiste, mais la réalité, c'est que c'est des consensus transversaux et que la méthode est assez éprouvée pour les voir. D'ailleurs, la ministre Méadel, qui nous a quittés mais a beaucoup soutenu ce projet, était convaincue du fait que malgré les diversités des lieux, des problématiques auxquelles on était confrontés, il y avait des vrais enjeux et de besoins communs. Et on le voit finalement dans cette consultation sur des priorités communes. Je l'annonce maintenant, on va prendre les 2 dernières questions. Je suis désolée pour les autres, mais il va falloir qu'on passe à la suite. Mais voilà, j'ai promis, alors on y va. Merci. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est juste une petite idée. Donc, Mathilde de Valois, je travaille pour Paris en compagnie et je développe le réseau des villes en compagnie. Enfin, j'essaye. Et du coup, là, je voulais juste vous dire que j'ai l'impression que la prochaine grande cause pourrait être les assos. Donc, avis-amic.org. Parce qu'effectivement, moi, ça fait 4 ans et demi maintenant que j'ai intégré le secteur associatif. Après, je suis toujours en privé, puisque de toute façon, ça reste privé. Mais c'est vrai que je suis assez étonnée de voir le peu de connaissances, effectivement, de ce qui est fait par les associations. Je ne suis pas étonnée que dans les QVP, on soit plus au courant, parce qu'effectivement, les associations sont plus visibles. Mais justement, c'est tout le reste de la population qui ignore ce qu'on fait. Difficulté aussi à faire remonter, malgré des études d'impact, à faire remonter l'impact financier. Parce que nous, on a bien mis en avant le fait que Paris en compagnie permettait le maintien à domicile, un soutien de la santé mentale aussi. Enfin, bon, voilà, plein d'impacts évidents, mais c'est difficile de transformer en chiffres. Et donc, derrière, c'est pas si facile que ça d'aller justement trouver les financements qui nous permettraient de développer quelque chose d'aussi simple comme donc accompagner les seniors dans leur sortie du quotidien. C'est ressorti de toute façon clairement dans les toutes premières propositions finalement. Donc ça existe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a un petit peu de mal à financer le développement en lui-même. Et même si on se tourne vers les entreprises avec des idées, faire de la journée solidaire, etc., pour financer, souvent on nous dit « Ah bah oui, mais on met déjà des gens à disposition, on ne peut pas mettre en plus de l'argent ». Moi, je travaille pas au troc, en fait. Donc, voilà. Donc, du coup, il y a peut-être plein d'idées comme ça à faire progresser sur le fait qu'aujourd'hui, les assos, elles travaillent, elles sont professionnelles et qu'il faut qu'on ait aussi les moyens en face. Merci. À noter qu'on travaille ensemble sur la grande cause des aînés. Dernière... non, je suis désolée, c'est la dernière. Merci, je vais aller vite. Je suis élue locale dans une commune essonnienne de 11 000 habitants et déjà, je veux vous remercier vraiment pour la qualité de ce travail et puis son caractère particulièrement éclairant. Il y a quelque chose qui m'étonne dans les retours et que je n'ai pas vu ou pas entendu, c'est la question de l'offre de soins.
je remarque que finalement, des propositions et donc des préoccupations en toute logique sur l'offre de soins au niveau local ne semblent pas être ressorties dans cette enquête. Et j'aimerais en savoir plus. Alors si, mais j'ai pas dû être assez clair. Je l'ai passé très rapidement. C'est sur l'idée, sur l'équilibre entre métropole régionale et l'aide et développement des petites villes, des villes moyennes, où il y a vraiment plusieurs propositions très consensuelles sur l'offre de soins, donc maisons pluridisciplinaires et des spécialistes surtout. Et il y a même quelques propositions. On interroge sur la ville, le vivre ensemble. Voilà, des propositions sur les déserts médicaux qui sont apparus et qui sont très consensuelles. Donc si, j'ai pas dû être assez explicite. Ça fait partie de l'idée. Et vous avez matière à faire du lobbying là-dessus. Et d'ailleurs, la thématique de la santé, c'est quelque chose qu'on retrouve en filigrane dans toutes nos consultations de grandes causes systématiquement. Et c'est pour ça que Make.org a décidé de s'emparer de ce sujet et de lancer prochainement, donc fin novembre, une grande cause sur santé, prévention et bien-être. Donc si ces thématiques-là vous parlent, vous intéressent, n'hésitez pas à vous tourner vers Sarah, par exemple, ou moi-même. Et puis je voudrais conclure en remerciant tous nos participants de cette table ronde. Merci d'avoir répondu et répondu à nos questions et partagé vos points de vue. On va passer à la suite avec Blanche qui va vous raconter comment on va prolonger. Et après, c'est fini. Il reste 3-4 minutes. Là, Blanche va faire ça vite et bien, comme d'habitude, de façon efficace, car on a pris un tout petit peu de retard. Merci. Merci, bonjour à tous et à tous. Donc promis, je vais être rapide. Donc là, concrètement, une fois qu'on a cette consultation et les axes plébiscités bien en tête, c'est le fonds de dotation, donc Make.org Foundation, qui va prendre la relève. Et on va se fixer 8 mois pour construire ensemble, avec tous les acteurs de la coalition, un plan d'action composé de projets associatifs qu'on accompagnera ensuite pendant 2 ans. Pour rappeler un peu l'accompagnement de Make.org Foundation, donc une fois que l'association intègre notre plan d'action et est accompagnée, on a 4 leviers d'accompagnement, si je puis dire. Le premier, on fait du pilotage de projet, de la structuration de projet, donc en fonction de la maturité du projet. Si c'est un projet de création, on va être très présent dans cette phase de pilotage. Si c'est un projet qu'on accélère, ça dépend vraiment de la maturité du porteur et de sa volonté. On a certains porteurs qui sont très preneurs de tous nos outils de gestion de projet, comme les OKR par exemple, ou au contraire, qui sont beaucoup plus à l'aise avec ces outils, donc ils vont plutôt vouloir qu'on intervienne sur les 3 autres axes d'accompagnement, à savoir l'apport de ressources humaines via du mécénat de compétences. Aujourd'hui, on a des très beaux partenariats avec des cabinets de conseil, des agences tech, des cabinets de communication, des cabinets d'avocats. Donc en fonction du besoin du projet, on peut mettre à disposition en pro bono les compétences qui vont bien. Pour vous donner un exemple, lors de la dernière grande cause Inégalité Femmes, on a une association, Règles élémentaires, qui a voulu créer un projet de plateforme autour de l'éducation menstruelle. On les a mis en lien avec notre partenaire tech Aztec, qui a développé en pro bono toute la plateforme tech pour eux et qui est aujourd'hui mise en ligne. 3e axe d'accompagnement, c'est sur le financement. Donc on a toute une équipe mécénat au sein du fonds de dotation qui va être en charge d'aller lever de l'argent pour les projets. Donc je répète, nous on a un fonds de dotation opérateur, donc on n'a pas d'enveloppe financière en propre qu'on distribue directement au projet. En revanche, on va se mettre en capacité d'aller chercher, lever de l'argent pour les projets associatifs, et ça va passer par de l'identification d'appels à projets, de l'approche directe, donateur, grand donateur. On va également aider à rédiger les réponses aux appels aux projets. Et enfin, dernier axe d'accompagnement, c'est ce qu'on appelle, nous, la mise en place de partenariats stratégiques. Donc là, l'idée, c'est d'aller trouver le bon niveau de partenariat pour permettre au projet de passer à l'échelle, de se pérenniser dans le temps. Pour vous donner 2 exemples, si je reprends Règles élémentaires et la plateforme autour de l'éducation menstruelle, ils avaient un gros enjeu d'aller bêta-tester cette plateforme auprès d'académies, parce que cette plateforme est à destination des professeurs et des élèves. Et du coup, on leur a apporté, on va dire, 3 belles académies, Aix-Marseille, Créteil et Versailles, qui sont engagés à aller bêta-tester cette plateforme. Autre exemple, dans le cadre d'une grande cause alimentation, on a créé les Journées nationales de l'agriculture. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre mieux en visibilité l'agriculture auprès du grand public. Et là, on a réuni autour de ces journées le ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire, de la souveraineté alimentaire, un coporteur Agri-Demain et des financeurs comme Ponzani, Bell, Coopérative U, l'INRAE, l'Agence Bio, etc., etc.
Exactement. Donc là, c'est un bel exemple aussi de partenariat stratégique qu'on est en mesure de mettre en place. Donc voilà un peu pour vous expliquer comment est-ce qu'on accompagne les projets. Mais avant ça, du coup, comme je le disais, on va se fixer 8 mois environ pour aller sélectionner les projets qu'on ira accompagner. Et donc ça va passer par un appel à projets, donc en termes de sourcing des projets, qu'on lance le 6 novembre. Si vous voulez avoir plus d'informations, on a un webinaire d'information demain à 10h, où là, on pourra bien vous expliquer en détail les critères d'éligibilité. En complément de l'appel à projet, on organise la semaine prochaine des speed meetings en visio. Là, l'idée, c'est que chaque projet associatif puisse nous présenter en 15 minutes son association, le projet et surtout les besoins qu'il a. Et du coup, nous, on va pouvoir voir si on est les plus à même, les plus déterminants dans l'accompagnement des besoins et si ça vaut le coup, entre guillemets, de postuler à notre appel à projet. Et c'est aussi une façon pour nous de commencer à monter en connaissance et en compétence de tout l'écosystème autour des villes et du coup, de bien comprendre les enjeux qui sont autour de tous les consensus qu'on a montrés juste avant. Et en complément de l'appel à projet, on va organiser des ateliers de travail avec la Banque des Territoires pour pouvoir vraiment affiner ce plan d'action. Voilà pour la présentation à marche forcée. Désolée. Alors un grand merci à tous. On se retrouve, si vous voulez bien, pour faire une photo des participants et de la coalition. Je voulais aussi signaler que vous retrouverez le rapport à la fois sur notre site de mec.org et comment ? On vous l'enverra, voilà, parfait. Vous retrouvez ça dans une newsletter qui sera partagée. Et pour information aussi, le rapport sera présenté sur le stand de la Banque des Territoires le 18 novembre au Salon des maires. Donc voilà, on va essayer de diffuser et de mieux faire connaître ces résultats à tous. Je vous invite à me rejoindre pour faire une photo.